Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talkipoddy, un épisode un peu spécial puisqu'il est tourné en direct de la Société francophone du diabète, le congrès annuel qui rassemble tout l'écosystème autour du diabète, que ce soit professionnels de santé, associations ou encore d'Astri. Je suis spécifiquement sur ce joli stand violet et jaune aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas d'Astri, c'est un éco-organisme agréé par l'État qui s'occupe de la collecte, de l'élimination et du recyclage de nos déchets liés à la santé, déchets perforants électroniques ou non électroniques, boîte jaune, boîte violette, bref, j'ai plein de choses à vous raconter sur Dastri. Dastri couvre 36 pathologies, dont le diabète. D'ailleurs, c'est la petite nouveauté de cet épisode, on va incorporer la minute Dastri pour poser des questions sur les connaissances de recyclage à notre invité. D'ailleurs, je vais prendre ma petite boîte violette pour partir à la rencontre de Wayne Jourdain. Et oui, Wayne Jourdain est toulousain et c'est pour ça qu'on profite de notre présence sur le congrès pour aller interviewer ce sportif de haut niveau qui a même participé à Ninja Warrior. Alors je prends ma petite boîte violette et c'est parti pour ce nouvel épisode. Ouais. Rassuré que ce soit le diabète, moi je n'étais pas rassuré, sur le moment je pourrais préférer avoir une balle parce que c'était quelque chose d'extérieur. Oh, que là, j'ai l'impression que c'était mon corps qui me lâchait, tu vois. Oh, ouais, sur le moment, fort, ça. Ouais, sur le moment j'aurais préféré, puis après avec le recul je me dis non, regarde, t'as un diabète, tu peux tout faire, tout le sport, machin. À quel moment tu t'es dit je vais faire Ninja Warrior? Roi ascenseur émotionnel, t'es un peu une star à la prod, tout le monde connaît ton prénom, machin. Ouais. Et l'instant d'après, t'es plus personne, ciao, merci, allez, vous pouvez disposer, tu vois. C'est clair. Tu vas bien? J'ai pas eu de problème, mais j'ai le diabète, ma carrière c'est fini, je vais rentrer à Paris demain ou après-demain. Tu as dit la double sentence. Ah ouais, là c'était chaud. Diabète de type 1 et genre ton métier c'est ciao. Et donc là, sur le moment, blasé, je me dis, ouais, un peu envie de me battre, au bout d'un moment, je me dis, je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est que je dois réorienter autrement, tu vois, je dois changer. Parce que j'étais avec mes deux téléphones comme ça, devant mon assiette, et là, alors, tu peux pas lâcher ton portable un peu là? Mais non, mais je le jure, je regarde plus. Je suis diabétique, ok? Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, du coup, tu es devenu coach sportif. Ouais. Je vois tes stories hyper impressionnantes, d'ailleurs, suivez-le sur Instagram parce que je me lève, je suis encore dans mon lit, puis lui, je le vois soulever des grosses masses, machin, il faut que je me lève. Mon objectif, c'est de me dire à 80-85 ans, je vais quand même pouvoir soulever des barres et courir. Allez, tu vois. Et on refait cette interview. On fait ça, on se donne rendez-vous dans 30 piges. Allez, on fait ça, on fait un point dans 30 ans et encore dans 30 ans. Et ouais, le but c'est ça, c'est de se vieillir bien, tu vois. Et de dire parce que je fais des petits choix au quotidien intelligents. Hop là, j'attrape la boîte violette. Bienvenue dans cet épisode de Talkipoddy, donc à Toulouse. Je suis partie du stand d'Astri pour rejoindre mon invité du jour, Wayne Jourdain. Ravi de t'accueillir. Enchanté. Comment ça va? Content de venir, ça va. Et oui, on est chez toi là. À Toulouse. Ouais, c'est chez moi depuis 3 ans, donc je suis pas un vrai Toulousain. Comment ça? Tu viens d'où à la base? Un peu partout, mais j'ai grandi beaucoup au Pays Basque. Ok. Ouais, très bien. Côté de Biarritz. Donc, Alors c'était marrant parce que dès qu'il y a eu la SFD à Toulouse, j'ai tout de suite pensé à toi. Ouais. Parce que ça fait un moment que j'avais ton profil en tête et que j'avais envie de t'interviewer. Et les planètes se sont alignées sur la SFD à Toulouse et je me suis dit c'était clairement l'occasion de te rencontrer. Trop cool. Donc bienvenue dans cet épisode de Talkipoddy. La première question que je pose aux invités, c'est de se présenter sans parler de leur diabète dans un premier temps. D'accord, je présente la moitié de moi. Du coup, moi, je m'appelle Wayne. Enchanté déjà d'être là. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et donc, j'ai 30 ans. Okay. Ça y est, j'ai passé le cap. Et Ça se voit pas. Ouais, c'est ça. J'essaie de me préserver un peu. J'ai 2 princesses qui ont 4 et 7 ans. Okay. Bientôt 5, la petite. Et voilà, après, j'ai grandi un peu partout, comme je disais, beaucoup au Pays Basque après. Ça fait 3 ans que je suis sur Toulouse maintenant. Okay. Après, du coup, suite à mon diagnostic de diabète, j'ai eu une grosse réorientation professionnelle. Okay. Parce que j'étais militaire avant, c'est des forces spéciales, et j'ai eu le diabète qui m'a mis fin de carrière. Et donc j'ai dû quitter l'armée obligatoirement et me réorienter un petit peu. Donc je me suis réorienté un petit peu sur le côté nutrition, suite du coup à la chose qu'on ne doit pas en parler maintenant. Mais ça a joué du coup dans ma vie. C'est dur de ne pas parler de diabète quand surtout on parle de depuis quelques temps. Ouais, bah oui, parce que du coup c'est vraiment... Tout est en fonction de ça. Toute ma vie a changé par rapport à ça. Ouais. Ok, hyper intéressant. J'ai oublié de préciser quelque chose. Petit spoiler alert, on est quand même dans un congrès, donc il peut y avoir des petits bruits, des applaudissements. C'est pas pour nous malheureusement. Mais voilà, et il peut y avoir du passage, donc ne vous inquiétez pas pour le bruit. Et j'ai aussi oublié de préciser que dans le contexte de l'émission, ici on est libre de biper, de sonner. Si on fait une hypo, il y a du sucre sur la table. Alors quand je t'ai demandé ton resucrage préféré, t'as vraiment une réponse de sportif. Je me suis dit, alors c'était très carré, c'était glucides plus protéines. Ouais. Alors je n'ai pas de barre de céréales, donc je suis désolée, mais il y a quand même un resucrage sur la table. Tu peux m'expliquer pourquoi associer des protéines au resucrage
parce que on a besoin de se resucrer avec le diabète. Ouais. Sauf que importer du sucre tout seul dans le quotidien, c'est pas forcément utile entre guillemets. Ça dépend des moments, bien sûr. Ouais. Et du coup, j'essaie d'apporter ce que mon corps a besoin en fait à chaque fois. Dès que je m'alimente, dès que je donne des choses à mon corps, j'essaie d'avoir le plus d'apports pour qu'à la fin de ma journée, j'ai tout ce qu'il faut en protéines, lipides, glucides. Parce que notre corps en fait comme une voiture quoi. Parce que tu as besoin d'huile, tu as besoin d'essence et tout ça, et il faut essayer d'apporter tout ce qu'il faut. Donc au moment où je me resucre, j'essaie d'en profiter pour apporter un peu de bonnes choses aussi. Et donc j'apporte des sucres qui sont aussi rapides parce qu'il faut que ça resucre, et en même temps avec un apport, donc les barres protéinées, les compotes avec du fromage blanc, des choses comme ça. Alors ça monte moins vite que si tu prends des sucres directs, donc ça dépend de mon hypo. Si vraiment je sens que c'est une hypo que je sens, que je suis un peu tremblant, là c'est sucre direct. Mais sinon, si je peux un peu anticiper et voir que la pente est en train de vraiment descendre et que je vais en faire une, je préfère me resucrer avec un apport comme ça. Hyper intéressant. En vrai, tu vois l'hypo comme une opportunité presque. Ouais. Waouh. En fait, vu que moi je fais beaucoup de sport et que j'ai des objectifs de performance, du coup, je vais besoin aussi de nourrir mon muscle. Et il faut que je mange régulièrement. Et avec le diabète, des fois, c'est dur parce que si tu veux manger mais que tu es en hyper ou que du coup, il va falloir repiquer, du coup, je me sers un petit peu de cette glycémie qui est toujours un petit peu basse pour pouvoir me resucrer avec un apport intelligent. Ok, waouh, hyper stylé. Alors, on est déjà beaucoup parti dans le diabète. Oui. Et avant, normalement, de partir dans le diabète, il faut passer son permis d'Astri. Ah. Est-ce que tu connais d'Astri ou pas? Oui. Ok. Je le connais depuis encore. Moi, à l'armée, j'étais secouriste au combat en plus. D'accord. Et donc, on avait des petites boîtes jaunes déjà dans les sacs avec tout ce qui était perfusion, etc. On avait du matos d'Astri. Je connaissais. Des boîtes d'Astri, des petites boîtes d'Astri dans l'armée. C'est ça. Oh waouh, ok. Et après, il y en avait des petites, c'était pas d'Astri, je sais plus, c'était une marque américaine là, avec toute fine en forme un petit peu de tube à essai un peu. Ça, c'était pour vraiment mettre tout petit dans le sac. Mais après, les plus petites qu'on avait, on les avait tout le temps dans les rôles 1 et rôle 2, c'est les petits centres médicaux sur le terrain. D'accord. Toujours des grosses boîtes après pour. Waouh, sacrée anecdote. Hein. Donc, ouais, je connaissais l'Astri. Et sur le terrain militaire, waouh, ok. Et la boîte violette, du coup, elle est arrivée elle est après. arrivée plus tard. À partir du moment où je suis passé à la pompe. Ok. Parce qu'avant, au stylo, j'en avais jamais entendu parler, c'était la jaune. Ouais. Et quand il y a eu le gros recyclage là, avec tous les 3 jours une pompe à jeter, là j'ai eu le vent de cette boîte violette. Ok. Et ça fait partie des premières questions de la minute d'Astri pour avoir son permis d'Astri. Et ce permis te permettra de piocher dans la boîte les questions diabète qui permettront à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent de connaître un peu plus ton profil niveau diabète, même si on a déjà dit quelques éléments. Donc tu connais d'Astri. Est-ce que tu sais où trouver les boîtes de d'Astri? En pharmacie du coup. Exactement. Enfin, peut-être ailleurs, mais en tout cas moi la mienne je la récupère en pharmacie. Exactement. Alors c'est une question qu'on pose souvent sur les réseaux sociaux parce que parfois on ne trouve pas les boîtes en pharmacie. Sachez que depuis 2012 c'est une obligation légale de distribuer les boîtes et depuis 2018 c'est aussi une obligation de les collecter. Donc vous pouvez les trouver dans toutes vos pharmacies. Si les boîtes ne sont pas disponibles, n'hésitez pas à renvoyer vos pharmaciens vers le site de d'Astri, et il y a un numéro vert aussi qui est disponible que je vous afficherai à l'écran, mais Wayne a parfaitement répondu. Et ça c'est vrai que la première fois que je suis allé demander une boîte violette, ils m'ont dit non on connaît pas, on n'en a pas, et donc il a fallu que je demande, que je leur dise qu'ils devaient en avoir en pharmacie. Exactement. Et la prochaine fois la fois suivante après ils en avaient, et j'étais le seul à... C'est vrai. Ouais, ils ont pris les boîtes violettes pour moi quoi. Génial, c'est trop bien d'amener ça petit à petit. Ok. Surtout je pense que je suis pas le seul dans la pharmacie à avoir besoin des boîtes violettes. Trop cool, ok, donc ça prouve que parfois c'est encore à nous de sensibiliser les pharmaciens, même si l'équipe d'Astri elle s'occupe de développer ce réseau au national. Il y a encore des pharmacies qui ne connaissent pas et c'est ok. Connais-tu la différence entre la boîte jaune et la boîte violette? Alors, il me semble que violette c'est tout ce qui est électronique. Ouais. En tout cas c'est ce que je fais moi. Ouais. Et après la jaune tout ce qui est aiguille et tout comme ça. Magnifique. C'est ça? C'est ça. Incroyable. Quelle connaissance. Effectivement, donc la jaune, c'est les dispositifs médicaux perforants sans électronique. Pour nous, diabétiques de type 1, ça concerne principalement les aiguilles, les autopiqueurs. De toute façon, il y aura sur l'écran une banderole avec l'ensemble des éléments qui vont dans la boîte jaune. Et la boîte violette, donc c'est effectivement avec électronique. Pour nous, diabétiques de type 1, c'est les pompes patch, l'applicateur de Dexcom, le transmetteur, mais surtout pas la petite partie transparente du Dexcom. Pareil, je vous remettrai les éléments à l'écran, mais bravo, franchement, pour cette distinction. Parce que souvent, il y a encore des confusions. Alors déjà, peu de diabétiques connaissent la boîte violette. Maintenant, je pense avec l'usage des stylos, ça a encore plus s'étend. Et boîte jaune, etc., c'est bien de rappeler la différence.
Les freestyle, du coup, moi je sais que je reçois une petite enveloppe pour les ramener, mais sinon avant, je crois que je les jetais à l'époque. Eh ben, tu fais bien de le dire, c'est vrai que ça rentre dans la boîte quand même, mais ils ont leur propre filière de recyclage et ce n'est pas géré par Dastri. Est-ce que tu es team, j'emmène ma boîte partout avec moi ou je connais toutes les pharmacies de France? Pour la boîte Dastri? Peu importe les deux, Non, quand je me déplace, je le garde tout en réserve dans mon petit sac. Là, j'ai la poche où il y a tout qui traîne là. Et après, je récupère tout et je remets dans la boîte à la maison. Pareil, j'ai un cimetière de pommes patch dans J'avais fait la collecte la première fois que j'ai rempli cette boîte là pour me dire combien de pompes rentrent dedans. Et j'avais tout sorti. C'est toi qui as fait une photo avec le tour là. Je trouvais ça génial. J'ai failli le faire parce que j'avais pas la patience. Et du coup, je les ai toutes alignées comme ça et je me suis dit, c'est incroyable. Il y a je sais plus combien de mois de pompes là. J'avais calculé, je n'avais plus les chiffres en tête, mais pareil, on remettra à peu près dans une boîte combien de tonnes et ce que ça représente c'est ça, en temps. En vie, en temps. Ouais. C'est fou. C'est fou et tu te dis, du coup, cette pollution, que heureusement qu'il y a quelqu'un qui la récupère parce que tout ça, c'est. Toute l'électronique, le plastique, le machin et tout ça, en diabétique, ça a pollué. C'est dingue. Et effectivement, donc, cette question, c'est surtout aussi pour rappeler que c'est gratuit dans la boîte. Vous pouvez la retirer en pharmacie, dans toutes les pharmacies, comme tu le disais. Et que, au moindre problème, il y a un numéro vert qu'on affichera aussi. Mais je suis aussi team comme toi. J'accumule et quand je rentre, je déverse dans la boîte. Et donc, sinon, on a la petite boîte jaune. Donc, je l'ai là, cette petite boîte-là. Ouais. Voilà, c'est la boîte qu'on avait. Cette boîte-là qu'on avait quand on était à l'armée, du coup. Tout à fait. Une boîte pour les sacs, c'est pratique. Ouais. Ok. Et dernière question. Pourquoi tu tries? Alors, il y a plusieurs réponses. Réponse A, par conscience écologique. Réponse B, par habitude. Ou réponse C, par crainte que quelqu'un ne se blesse? L'écologie, parce que je me dis que ça traîne et tant qu'à faire, comme je dis, la quantité qu'on produit, des choses comme ça. Se blesser, pas tant, parce que je suis très peu avec les aiguilles au final maintenant. Oui. J'en ai quasiment pas. La seule aiguille que je sors, c'est pour remplir la pompe. Ok. Donc là, celle-là, j'ai toujours dans le Dastri jaune, mais après, c'est plus l'aspect écologie de tout ce paquet-là, si on peut s'en servir et faire autre chose. Et puis je me dis, ça coûte tellement cher aussi le diabète, si peut-être on peut recycler d'une manière pour les entreprises et recycler tout ça, c'est mieux. Eh bien, toutes les réponses étaient bonnes. On peut faire alerte. Effectivement, les raisons de tri. Alors, quand je disais se blesser, c'est aussi pour les opérateurs de collecte de tri. En fait, si on ne trie pas les aiguilles, il y a des risques d'accident, d'exposition au sang. Et du coup, ces personnes, des opérateurs de tri, peuvent avoir des traitements préventifs s'ils s'ils se piquent avec une aiguille. Donc, ça peut être très pénalisant pour eux. Donc, il y a tout ce côté protection des opérateurs de tri, protection aussi pour nous. Et comme tu le disais, nos appareils méritent une filière de recyclage bien spécifique parce qu'il y a des matériaux stratégiques, rares, dans les pompes qu'on se doit de recycler. D'ailleurs, Dastri a une énorme machine violette près de Besançon qui s'appelle le Dastri Lab. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu des photos. On dirait une grosse bête violette qui récupère ça et qui trie. Qui recycle ça qui recycle. Ouais, très stylé. Et ben, écoute, bravo. C'est bon, j'ai gagné. J'ai mon permis. Voilà, tu peux y aller. Non, mais du coup, je te propose de piocher dans la boîte d'Astri. D'habitude, c'est les questions flash. Donc, en gros, c'est des questions avec 2 choix. Et tu réponds. Je réponds l'un ou l'autre. Ouais, l'un ou l'autre. Okay. Il y en a juste une un peu plus ouverte. Et donc, l'objectif, c'est qu'on connaisse un peu plus ton profil diabète. Ok. IGBA ou les glucides, c'est la vie. Ah, punaise. Les deux. Disons que des glucides qui sont la vie à IGBA. Waouh, ok. Si je peux vous manger un maximum de glucides à IGBA, let's go, mais je ne me prive surtout pas de glucides. Ok, donc ça veut dire que tu te fais plaisir. Ouais. Okay. Je me fais plaisir, il y a des pizzas, il y a des McDo, il y a des Burger King, il y a des trucs comme ça, de temps en temps, on se fait plaisir. Mais dans la mesure du possible, les pâtes complètes, les farines complexes, etc. Ok, donc c'est-à-dire que tu as niveau nutrition, tu es hyper calé, tu fais gaffe, mais ça veut dire que quand tu te faire plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je suis avec des amis, s'il n'y a pas ce qu'il faut, si on a envie, on le fait, on calcule les glucides qu'il y a dedans et en avant. Quoi. Ok, trop bien. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de questions. Attends, j'avais pris d'autres. Il y a un 9. T'as déchiré un super flyer. Ouais, t'as vu. Dommage. Ta pire honte liée au diabète? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ok. 0. Ok, pas d'anecdote, genre en mode, je sais pas, tu t'es piqué. Je dis ça parce que je pensais à une anecdote. Ouais, dis-moi. Je me suis piqué en dessous du bureau quand j'étais en stage et le sang a giclé. Mais non. À l'époque, j'assumais pas mon diabète et du coup, j'étais là.
Je vais vous expliquer. Pardon, je vais vous expliquer ce que c'est. Non, j'ai même des fois, là je suis plus au stylo maintenant, mais quand j'étais au stylo, je faisais pas exprès, mais genre je me piquais sans me dire, il fallait que je me cache quelque part ou quoi. Et j'avais trop hâte qu'il y ait quelqu'un qui me dise, ah, mais tu te piques et tout, genre, ouais, et pour que je rigole en fait. Okay. Je prends vraiment ça en humour. Moi je suis très sportif et je coach aussi, donc des fois, même quand je dois changer ma pompe ou quoi, des gens, des fois ils le voient parce que je ne mets pas au milieu de la salle non plus, mais bon, je suis dans un coin ou quoi, et je change ma pompe et ils sont là, ah, tu te dopes, etc. Et du coup, je rigole, je dis, ouais, je me dope, je connais pas. Vous croyez que je suis si badass et tout. Voilà, c'est ça. Et donc, j'aime plus en humour. Ouais, donc, en gros, pas de honte de changer ta pompe, tu parles assez ouvertement de ton diabète. Pas du tout sur ça, j'ai ma petite Game Boy à chaque fois, ils savent que c'est moi. On a nos Game Boy sur la table. Ouais, c'est ça, elles sont là. Exactement. Présentes. C'est ça. Elles se connectent, on sait même pas. Ouais, c'est ça, par l'entraîne. On va avoir des interférences de Bluetooth. Je suis à deux doigts de t'envoyer un bolus et je suis désolée. Non, ça, non, en France, c'est pas possible. C'est vrai. Tant mieux d'ailleurs, parce que t'imagines le truc. Ouais, ok. Alors. Il n'en reste plus que 2 après. Je suis diabétique ou j'ai un diabète? J'ai un diabète. Ok. Je cohabite avec mon diabète. Ok. C'est un pote. Ok. Voilà, on partage un bout de chemin. Pour toi, il est à côté de toi. Ouais, on partage un bout de chemin ensemble. Ok. Un bout de chemin? Ouais. Il va peut-être partir? Peut-être. Ah, j'adore. C'est une belle image. Ouais, ça avance, hein. Ok, ça avance, quand tu apprends tout ce qui est épigénétique et tout ça, tu vois que c'est un gène qui mute. Je me dis, s'il a muté dans un sens, il peut muter dans l'autre, quoi. J'adore ta vision. Donc voilà. Merci. Ah, j'adore. C'est pour ça que j'adore faire des interviews, parce que tu vois, la perspective de chacun sur le diabète, en fait, ça nourrit la mienne. Ouais. Et j'avais jamais eu cette pensée. Ouais. Donc, moi, je le vois comme ça, ouais. Magnifique. Et Léon. Alors, pompe ou stylo? Mais pompe, du coup. Ok. Je passe à la pompe depuis 1 an, 2 ans. Ok. Ça passe vite, 1 an, je crois. Donc, si je crois, c'est un peu plus d'1 an. Et j'étais au stylo, j'avais des besoins assez faibles. Donc, au départ, je me posais la question, est-ce que c'est pertinent de passer à la pompe ou pas? Et au final, je me suis dit l'avantage de pouvoir moduler en fonction de mes activités dans la journée, de mes séances, de pouvoir réduire ma basale, enfin, du coup, pas de basale, mais mes quantités dans la journée, ça c'est intéressant. Et donc, je suis passé à la pompe et le fait de ne pas avoir besoin de sortir le stylo, de me piquer, même si encore une fois ça me dérange pas, mais la logistique que ça demande de sortir la petite aiguille ici et ça, machin, que là de juste avoir le petit calculateur en plus sur la Game Boy où j'ai juste à mettre les glucides et en avant, ça c'est plus pratique. Ok, donc c'est le fait de moduler tes doses qui a motivé ton choix à passer à la pompe. Moduler les doses et la vision aussi plus tard de la boucle fermée avec les pompes. Ouais. Ça c'est ce qui m'a inspiré. C'est la préparation. Il faut forcément avoir au moins 6 mois de pompe, donc le temps de faire maintenant. Carrément. Et au final je m'y suis habitué. C'est vrai que la contrainte du changement de pompe tous les 3 jours, quand ça bip ou quand c'est machin et que c'est pas le moment, c'est relou. C'est clair. Mais voilà, bon, c'est une fois une piqûre, une fois une pause. Plutôt que d'avoir, moi je mange très souvent en plus dans la journée, donc je suis à au moins 4-5 apports dans ma journée, donc ça veut dire des bolus à chaque fois, donc à chaque fois se piquer, etc. Là au moins je l'ai pas, quand je l'ai une fois tous les 3 jours. Ok, parce que c'est vrai que quand j'ai vu que tu étais sous pompe, je me suis dit c'est étonnant pour un sportif ce choix, parce qu'on pense tout de suite à comment ça adhère à la peau. Dans la pratique sportive, ça se décolle, etc. Est-ce que tu as rencontré ça? Très rarement, après je mets les upsides là par-dessus, là, les films transparents par-dessus. D'accord, ok. Donc je le mets et sur le freestyle et sur la pompe, quand je fais vraiment des compétitions dans le crossfit ou sur plusieurs WOD et tout ça. Sinon après dans mon quotidien, moi je l'ai juste derrière la fesse là. Je le mets toujours là, gauche, droite, j'alterne à chaque fois. Du coup tu as le caleçon par-dessus qui la maintient? Et le caleçon, et j'ai le niveau de la ceinture, donc c'est juste en dessous du niveau de la ceinture. En fait ça se frotte jamais, quoi, à part quand je me bagarre avec les filles pour jouer. Des fois, on monte dessus. Mais sinon, c'est les enfants qui l'arrachent, c'est même pas la pratique sportive. C'est ça, non. Le sport. Mais c'est pour ça que moi, je mets pas le freestyle aussi sur le bras. D'accord. Malgré que les recommandations sont exclusivement sur le bras. C'est juste parce que les tests ont été faits sur le bras. Mais en fait, ça bouge tout le temps. Je m'accroche toujours à droite, à gauche et tout ça. J'avais essayé sur le ventre. Je l'arrachais avec les barres et tout ça. J'avais essayé haut de cuisse. Et donc la même chose, je le mets extérieur de cuisse ici, là, sur le côté. Donc toi, tu as des fesses bioniques en fait. Ouais, c'est ça. Tu me vois de l'extérieur en caleçon, il se passe, tout va bien. Par contre, quand j'ai plus de caleçon, on voit les trucs de partout, quoi. Le capteur. J'adore. Mais en vrai, c'est le conseil que je donne l'été, moi, de mettre vraiment genre sur la maillot, pompe. Là. Parce que du coup, je trouve que la culotte, elle vient maintenir en fait. En fait, c'est là tout le temps en fait. Bah ouais, c'est ça. Et puis. Pas de marque de bronzage. Parce que franchement, on n'en parle pas assez. Quand il y a les changements et qu'il y a les photos sur Insta avec les petits ronds. Franchement, c'est non. Parfait. Et dernière question du coup à question. Allez, hop. D'Astrée à question. Ah. Hypo ou hyper? Hypo. Je préfère flirter avec l'hypo tout le temps justement pour pouvoir me resucrer et manger régulièrement. Parce que l'hyper, je le sens que je suis moins performant dans le sport en plus. Si je vois cette image un peu de ça caramélise un peu mon sang, donc du coup je suis plus lent.
J'ai moins de capacité. Alors quand je fais des séances, moi je fais du sport CrossFit, donc c'est plutôt à haute intensité. Okay. Donc ça va plus avoir tendance à monter ma glycémie avec l'adrénaline, avec l'effort intense et court. J'adore. Non mais t'as raison. Donc du coup voilà. Donc du coup plutôt hypo. Je préfère flirter avec l'hypo que l'hyper. Il faut que je me pique alors que l'hypo je peux manger et ça c'est cool. Exactement. Tu vois c'est drôle parce que cette question je dis pas est-ce que tu préfères, est-ce que tu détestes et tout, c'est vraiment hypo ou hyper et souvent les gens répondent tac au tac. Moi j'avoue qu'avant je disais hyper parce que je suis plus à l'aise. Oui, il y a moins de risques sur le court terme. C'est ça. Quoi. Mais encore une fois j'adore la vision de mais l'hypo je peux manger en fait. Ouais. Du coup, c'est pas mal. Ouais c'est ça. En fait je trouve que tu le maîtrises plus vite l'hypo même si la sensation n'est pas agréable. Et en fait l'hyper on s'en rend pas compte. Mais c'est insidieux, tu vois. Je me dis sur le long terme, tu le vois pas tout de suite, mais ça te bousille un peu de l'intérieur. Carrément. Et puis après, sur le long terme, il y a les complications du diabète. Quoi. C'est clair. Et puis même, je trouve que quand tu es en hyper, le temps de redescendre, ouais, c'est ça. C'est insupportable. Ouais, c'est ça. Que l'hypo, là, tu te resucres un petit peu, tac, tu sais que de 5 minutes, c'est vraiment la violence. 15 minutes après, ça va mieux. Ouais. À part si tu as vidé le placard et que là, du coup, tu repars en hyper. Mais non, toi, tu as pris des protéines, donc tout va bien. Des fois. Et normalement, du coup, dans les questions flash, je mets toujours la dernière question qui est diagnostic enfant ou diagnostic adulte, qui permet d'embrayer un peu sur ton histoire. Ouais. Et moi, du coup, diagnostic à 25 ans. Ok. Donc, il y a pas longtemps, puisque tu as ouais, il y a 5 ans. Ouais. Ok. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des images? Oui. Ok. Beaucoup d'images. Moi, j'étais en mission, du coup, à ce moment-là. T'étais sur le terrain, ouais. T'étais sur... Ok, t'étais en mission où? J'étais en Afrique. D'accord. J'étais en mission en Afrique avec les copains du groupe, donc tout se passait bien, on faisait les missions, on était en opération la nuit, le jour où on s'entraînait, on bossait, enfin bref, tout était très bien, sauf que je faisais que uriner tout le temps, je buvais 10 litres d'eau, sauf que l'eau minérale en Afrique, il y a zéro, rien, il y a rien, quoi. Tu compares avec de la cristalline, les minéraux, tout ce qu'il y a dedans, c'est vide, quoi. Donc je me disais, c'est à cause de l'eau, il y a tellement rien, et on fait du sport, on se dépense, du coup, c'est normal sauf que vraiment, je devais me vider une vessie toutes les demi-heures, je courais aux toilettes et tout ça. Ça devenait un peu contraignant, même en mission. Après, quand on était sur le terrain, il y avait des moments où j'avais besoin que mon binôme me prenne le secteur juste parce j'avais besoin d'uriner. Donc, quand tu es en milieu un petit peu hostile, c'est pas terrible. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a un problème là au bout d'un moment. Ça faisait quand même un mois comme ça que ça traînait et que c'était de plus en plus rapproché. Et du coup, je suis allé consulter à ce moment-là et ils m'ont dit, il y a pas mal de sucre dans les urines, on va faire une prise de sang. Et ils avaient un peu une tête bizarre. Je me suis dit, c'est pas grave, on donne un médoc et puis c'est réglé. Et au final, quand je me suis retrouvé avec le médecin, il m'a dit, non, c'est un diabète. Et du coup, moi, je ne sais rien. Moi, le diabète, pour moi, c'était maladie papy-mamie à l'ancienne, tu vois, qui faisait rien. Moi, je dis, putain, je fais du sport, je suis militaire, machin, tout va bien. Je revenais d'une séance d'entraînement une demi-heure avant, quoi. C'était juste à la fin de ma séance, je me dis, bon, allez, je vais aller consulter avant de refaire ma life, quoi. Okay. Et au final, donc là, il me dit, ouais, non, c'est le diabète, donc c'est inapte à sauter en parachute. Moi, j'étais dans un régiment parachutiste. Ah oui, donc toi, tu étais dans un régiment, ok. Donc là, je comprends que je ne peux plus sauter en parachute, donc je ne peux plus faire mon métier. Okay. Et j'étais vraiment sur cette table-là, encore avec la perfusion. Il dit, on va te perfuser, du coup, attends, on va mettre de l'insuline, machin. Moi, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Ouais. Et du coup, je me dis, et là, je prends conscience qu'en fait, du coup, mon métier, là, c'est mort, quoi, c'est fini. Et en fait, à ce moment-là, je suis resté dans le lit d'hôpital. J'ai pas pu retourner voir mes potes qui étaient à 5 minutes dans la tente d'à côté. Ils m'ont dit, non, tu restes allongé, t'es perfusé. En effet, quand j'ai été perfusé, je sentais que je me sentais un peu mieux. J'avais moins, tout recirculait mieux, quoi. Ouais, la vue floue. Ouais, légèrement, tous ces trucs-là, ça allait mieux. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais encore accuser le coup de me dire, attends, voilà, j'appelle ma femme direct. Je lui dis, écoute, tout va bien, parce qu'elle a un numéro de l'Afrique qui appelle, elle stresse. Alors, tout va bien. J'ai pas eu de problème, mais j'ai le diabète, ma carrière c'est fini, je vais rentrer à Paris demain ou après-demain. Tu as dit la double sentence. Ah ouais, là c'était chaud. Diabète de type 1 et genre ton métier c'est ciao. Surtout qu'au début je sais pas trop ce que c'est le diabète, donc on me dit t'as le diabète, dans ma tête je vois malade, tu vois. Ouais. Et je me dis putain, qu'est-ce qui fait mon corps là à m'abandonner un petit peu. Putain, je prends soin de lui. C'est ça. Ouais. Je fais attention, je mange bien, relativement bien, on fait du sport tout le temps, on est dans une bonne dynamique. Et du coup, on va rapatrier à Paris 2 jours après. Donc, je passe de l'endroit où j'aimais être dans un hôpital militaire avec malheureusement dans un service diabéto préhistorique avec des médecins qui sont à l'ancienne du diabète, qui me disent bon voilà, le diabète, c'est problème de vue, problème de rein, tu pourras plus faire de sport, tu pourras plus conduire de véhicules militaires, tu pourras plus faire tu pourras plus faire de sport, donc tu pourras plus faire ton métier, tout ça. Et donc ta carrière c'est fini, machin et tout. Et il me dit ça vraiment, ça faisait 2 jours que je venais. Toi à ce moment-là, c'est genre, tu as envie de tous les puncher, tout qui s'écoule, pleurer, t'as envie de. Tout qui s'écoule, mais en même temps, je suis toujours assez optimiste, donc je me dis non, c'est pas possible. Ouais, je lui dis lui, pas mon urine, c'est sa vision. Ouais, tu sais, même des potes, ils m'ont dit non, t'inquiète, tu vas revenir, tu es à l'hôpital, tu te fais guérir et puis tu vas revenir. On était tous un peu dans le déni, quoi. Ouais.
Et au service diabéto, il y avait des papis, les pauvres, avec une jambe en moins, en fauteuil et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi cette maladie, tu vois? Et en fait, au moment-là, donc c'était quoi, le lendemain où j'étais arrivé à Paris et qu'il m'avait dit ça, je me dis, ok, là, je me dis, bon, bah, cette maladie-là, je vais mourir bientôt. Vraiment, à ce moment-là, quand il me raconte ça, en fait, il me dit espérance de vie réduite, tu vas avoir les problèmes de vue, tu vas perdre tes orteils. Enfin, il me dit des trucs de fou, le médecin. Et c'est un médecin. Hein. Le mec, et c'est en service diabéto, donc c'est un spécialiste normalement. Moi, ça me débecte et j'arrête pas d'essayer quand on intervient en ETP et tout, en tant que patiente et experte. Et vraiment, je leur dis, il faut informer mais pas traumatiser parce que du coup, ça te met rentre dans ta tête et tu te dis, soit foutu pour foutu, à quoi bon m'embêter, quoi. Donc, lâcher prise totale, tu fais rien. Ou soit, ça peut dériver en over contrôle et asphyxie mentale. Plus. Donc, c'est tellement bancal en fait que même après c'est les médecins qui sont appris comme ça, mais je me dis ça coûte quoi de dire à la personne bon ça va être chaud, tu vois, ça va être compliqué, il va falloir gérer ici et ça, mais regarde, et c'est ce qui s'est passé quand je suis revenu après à Bayonne et que j'ai vu le docteur le diabétologue, la diabétologue que j'avais à Bayonne qui m'a dit si tu l'aimes tu peux faire sa pub si tu l'aimes bien. Docteur Ritz à Bayonne, super. Et qui me dit mais non t'inquiète, regarde, il y a des diabétiques de type 1 qui font la diagonale des fous, moi je suis un trailer qui fait ça. Et elle commence à me partager un petit peu justement des personnes comme ça, et du coup je me dis ça non, fait plaisir d'entendre ça, l'inspiration des pères qui font des choses et qui te disent purée c'est pas fini en fait. Et c'était une diabétologue qui assistait justement à des conférences, à des congrès, qui était tout le temps à droite à gauche, qui était à jour dans son métier, quoi. Pas quelqu'un qui était à l'ancienne dans son bouquin qu'il avait lu. Donc voilà, sur à jour dans son métier, donc ça veut dire, les professionnels de santé, c'est pas mal de regarder ce qui se passe autour de vous pour savoir donner la bonne ressource à la personne concernée. Quoi. C'est ça, c'est se dire ok, on n'est pas juste un pro de santé qui a appris quelque chose une fois et on pense avoir tout savoir, mais ça évolue. Chaque patient, il y en a beaucoup, des diabétologues qui disent tu maîtriseras le diabète bien mieux que moi parce que tu le gères au quotidien. Et donc moi, le moment où j'ai ce truc-là, je me dis au début c'était j'ai plus beaucoup de temps à vivre, YOLO, qu'est-ce que je vais faire de mes derniers jours, vraiment ça. Et puis après au bout d'un moment, je commence à regarder un peu sur internet et je vois qu'en fait il y a des gens qui bougent, des gens qui font du sport, et donc je me dis non, ça peut être moi je vais montrer l'inverse. Et ce discours en fait, c'est comme tu dis, c'est tout ou rien. C'est soit une personne elle va se morfondre et elle va laisser tomber, soit à l'inverse des personnes comme moi qui vont se dire non mais tu vas te montrer que t'as tort. Et il t'a fallu le petit tu vois, cette diabétologue a été le lien vers une nouvelle perception du diabète parce que elle a vu des profils qui ressemblaient à ses aspirations. Et en fait, c'est toujours ça, c'est comment j'imbrique en fait cette annonce de diabète à ce que j'aime faire. Et un exemple concret, du coup, elle t'a parlé de profils qui te montrent et qui te prouvent que tout est possible. Parce que souvent, on nous sort ça, mais on ne nous montre pas la concrétisation. Donc, trop contente qu'elle t'ait filé des exemples. Moi aussi, content. Qu'est-ce que tu penses de les diabétiques de type 1 interdits de certains métiers? Toi, tu en as fait les frais. Qu'est-ce que tu en penses? Que c'est vrai que sauter en parachute avec un diabète de type 1, est-ce que c'est possible selon toi avec l'avancée des technologies? Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai... les métiers interdits, il y a encore beaucoup de métiers interdits aux personnes diabétiques de type 1. Ça évolue, les textes évoluent, on avance. Je pense à Caroa qui a fait le Tour de France à vélo pour dénoncer ça, ado qui continue de parler aux sénateurs, aux députés, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça et qui en a fait les frais en plus? Sur le moment, c'était une grosse injustice parce qu'en fait, entre le moment où quelques heures avant j'étais en opération et je faisais ma mission et quelques minutes après où je suis diagnostiqué diabétique, il n'y a rien qui change dans mon corps en fait. Donc je me dis pourquoi maintenant je suis inapte parce qu'on m'a mis un tampon diabétique alors que juste avant je pouvais faire mon métier et que si je disais rien c'était ok quoi. Et donc c'était vraiment injuste pour moi de me dire mais non, mais je suis capable de faire tout pareil. Encore plus quand j'ai commencé à apprendre qu'était le diabète, la gestion, les nouvelles technologies, etc. Je me dis mais en fait j'ai encore moins de risques qu'une personne lambda de faire un malaise parce que je vois en direct ma glycémie et je vois tout ça. Donc en fait si je me gère correctement, tout se passe bien. Les mecs qui font la diagonale des fous, il n'y a pas plus ultime en termes de dépassement, etc. Donc tout est en fait géré. Donc eux ils justifient avec des vieux textes de 1950 sur le diabète qui sont plus à jour. C'est ça. Et donc là, l'adéquation entre le contexte, l'avancée technologique et les textes qui datent de Mathusalem. Et il faut je ne sais pas combien de temps pour avoir un amendement et que ça passe par l'Assemblée, le Sénat, blablabla. Et en fait, c'est propre à nous, en tout cas à l'armée, c'était propre aux médecins que tu avais. En fait. J'avais un ami qui avait eu un diabète en même endroit que moi, même mission. C'est assez bizarre, type 1, mais lui, diagnostiqué à plus de 30 ans passé. Et donc lui, il était parachutiste aussi. Et sauf que le médecin du moment lui avait dit ok, je prends sur moi pour te laisser apte, et donc il a pu rester un petit peu. Sauf que le jour où le médecin chef a changé, que c'est un nouveau médecin, il a dit ah ben non, t'es diabétique, tu peux pas sauter en parachute, ciao, fin de carrière. C'est fou. Et en fait on est tributaire d'un. Toi,
Tu t'en sentais capable de continuer? Ouais. Au début, les premières semaines, premiers mois, t'es perdu un peu parce que tu vois, t'as tout à gérer. Au moins un mois, le temps d'accuser le coup déjà mentalement, et d'essayer de comprendre un peu comment ça se gérait, et après de réincorporer un petit peu le sport, les choses comme ça. Donc il y avait un petit temps d'adaptation quand même. Mais une fois en place, après, c'était ok. Enfin, là aujourd'hui, je suis meilleur sportivement que ce que j'étais avant mon diabète, parce que justement, je sais comment m'alimenter, je sais à quel moment, je sais quand faire mon effort. Et je sais comment gérer autour de ça. Donc des fois, je vais faire des petits challenges sportifs, des choses comme ça, et ça ne m'empêche pas de le faire. Ouais. Donc, pas au contraire, mais ça m'aurait jamais empêché de faire mon métier. Ouais. Est-ce que c'est un combat, j'ai envie de dire, dans la sphère diabète, que maintenant, avec cette nouvelle vie que tu te crées, du coup, maintenant, tu es coach sportif, ça te convient? Enfin, comment tu te places l'avant, maintenant? Au début, j'ai eu cette phase de je vais monter au créneau, je vais me battre pour ça. Et puis après, quand j'ai commencé à rentrer dans les médecins militaires qui étaient placés, et puis en plus, il y a une histoire de grade aussi à l'armée. Donc les médecins sont toujours bien plus gradés que toi aussi. Donc en fait, c'est tu te tais. Et donc tu te rends compte que c'est hyper compliqué. J'ai commencé à être contacté par d'autres militaires qui venaient d'être diagnostiqués diabétiques de type 1 aussi. Un en Guyane, un à Bordeaux, etc. Et qu'on était mis en relation par des contacts qui me connaissaient et qui disaient lui il a été diagnostiqué. Et il y en a certains qui ont réussi un peu à se battre qui n'étaient pas parachutistes. Et donc le parachutiste c'est encore plus compliqué à l'armée parce que le moindre malaise ou quoi peut te rendre inapte. Donc du coup un diabète forcément ils prennent pas de risque. Mais donc il y en a certains qui ont réussi un petit peu à reconduire leur contrat et à prolonger. Moi c'était vraiment, j'avais un contrat de 5 ans et j'avais fait passer mon dossier en commission, donc c'était au moment où je voulais me battre pour quand même pouvoir rester et montrer que je pouvais. Et en fait les médecins de là-haut m'ont mis un inapte même au renouvellement de contrat, donc je ne pouvais même pas réorienter dans l'armée, c'était inapte au renouvellement, comme ça au bout de 5 ans terminé. Dans l'armée? Ouais, fini. Tout. Inapte au renouvellement, je ne peux rien faire. C'est quand même vachement. Voilà, et donc là sur le moment, blasé, je me dis je vais un peu envie de me battre, au bout d'un moment je me dis je me dis il n'y a pas de hasard, c'est que je dois réorienter autrement, tu vois, je dois changer et partir sur autre chose. Donc c'est vrai que d'un côté pour moi j'ai pas forcément envie de me battre pour réincorporer une unité ou quoi, parce que voilà j'ai changé. Mais par contre pour d'autres personnes à qui ça pourrait arriver et qui vivraient cette injustice, surtout que pour moi c'est une injustice. Et c'est une problématique que je pense à Jean-Marc Brouard qui a une asso pour les pompiers diabétiques. C'est la même problématique. Je voulais me réorienter de pompier et je me disais non je peux pas en fait. Mais en tout cas c'est bon à savoir que tu as aussi vécu ça et ça peut être un vrai soutien en cas de... s'il y a besoin de témoignages. Je pense à Alizé Agier aussi, qui est championne du monde de karaté et qui avait réussi tous les tests pour entrer. Alors je ne sais plus si c'est la police ou la gendarmerie. Et on l'a mis inapte à cause de ses ministères alors qu'elle avait tout passé. Donc en fait, il y a quand même ce truc de... il faut vraiment re-questionner ça. Je sais que c'est en cours de re-questionnement et que les associations de patients se battent pour ça. Et c'est encore un exemple de plus de... en fait, oui, il y a un temps d'adaptation, mais je m'en sentais capable. Et quoi qu'il, ils m'ont mis inapte. Il n'y a pas de possibilité. Et même pour tous mes chefs, toutes les personnes qui étaient proches de moi, c'était évident que je pouvais continuer et qui croyaient dans ma capacité à relever le défi. Mais tous les chefs qui ne nous connaissent pas, en fait, ils prennent ça sur texte, diabète, inapte. Et ça devrait être au cas par cas, quoi. Les process hyper rigides de l'armée, j'imagine qu'on ne discute pas trop. C'est ça. Après, malheureusement, il y a des diabétiques qui n'arrivent pas à se gérer et donc ils ne peuvent pas refaire leur métier pour certains. Et c'est pour ça que ça devrait être au cas par cas, comme prendre un sujet comme une personne lambda et voilà comment tu te gères. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte et c'est long à mettre en place. Tout à fait. Mais aujourd'hui, du coup, tu es devenu coach sportif. Donc, tu dédies ta vie au sport. Et du coup, ma première question, c'est dans ce nouveau quotidien, quel sport tu pratiques? Quel sport tu as pratiqué? C'est quoi tes pratiques sportives? Avec l'armée, c'était du coup beaucoup du cross-training, des entraînements en poids de corps, de la course à pied, etc. Donc j'avais déjà cet aspect-là qui me plaisait. Et il y avait un peu le crossfit qui commençait à se développer aussi, donc ça m'intéressait un peu. Et après, quand j'ai quitté l'armée, du coup, c'était le sport qui se rapprochait le plus de ce qu'on faisait nous en unité. C'est vrai. Donc je me suis rapproché un peu d'une salle de crossfit. Et au fur et à mesure, moi j'avais toujours voulu aider les gens, c'est pour ça que j'étais engagé à l'armée aussi, et avoir un métier qui bougeait, qui liait un petit peu le sport aussi. Donc forcément, j'ai commencé au début à m'intéresser plus sur l'aspect nutrition, parce que c'était vraiment ce que je connaissais pas et ce que je devais gérer avec mon diabète. Et puis au moins, peu importe, je testais n'importe quoi, je voyais directement une incidence sur mon corps. Donc j'étais mon patient alpha, tu vois, en train de tester toutes les choses. Tiens, si je fais ça, comment ça se passe? Un peu avec comment ça s'appelle, celle sur Godess, celle qui fait les glucoses. C'est un peu comme ça. Mais je me testais comme ça, tu vois. Je me testais sur des trucs comme ça. Je me testais, tiens, si je mange ça avec ça, ah ouais, ça marche. Tiens, si je mange ça avant. Donc, quand elle a partagé ces trucs sur les réseaux, je dis oui, c'est ce qu'on a en place. Il y a des bons conseils à prendre. C'est ce qu'on teste nous sur nos schémas.
Ce que j'aime pas trop, c'est la généralisation du port du capteur. Mais effectivement, il y a des conseils qui sont très bons à prendre et qui, toi, tu as testé surtout, en fait. Moi, j'avais testé, sans que je connaissais pas cette femme-là, mais je testais ce genre de procédé, en fait, au début. Et donc, la nutrition, je m'intéressais vachement. Je me rendais compte, vraiment, comme je te disais tout à l'heure, sur l'histoire du véhicule, vraiment, c'est une machine. On apporte à notre corps. En fonction de ce qu'on donne, il y a des besoins. Les cellules, elles sont faites de choses. Si tu donnes pas, il se passe pas bien. Si tu donnes ce qu'il faut, c'est bon. Et donc, comment je peux apporter ça avec l'alimentation? Donc, je m'intéressais beaucoup autour de ça. Je commençais un peu à accompagner du coup autour de la nutrition, mes proches, puis de plus en plus de personnes, etc. Et après l'aspect sport, en fait, moi je passais au moins 4-5 fois par semaine à faire du sport en salle de CrossFit et je passais ma vie à la salle de CrossFit. Et donc je me dis, tant qu'à faire, pourquoi pas bosser là-dedans. Plus tard, dans l'objectif d'ouvrir ma propre structure après, et lier la nutrition, le sport et pouvoir accompagner après plus largement les gens dans cette sphère. Et tu as appris tout ça tout seul, la nutrition? Et beaucoup Internet, du test, voir sur soi, sur ma femme, sur des potes, on teste des choses. Et puis, j'avais pas voulu reprendre mes études parce que l'étude de diététique, c'était au moins 3 ans. Moi, j'avais mes 2 petites qui étaient là, parce que quand j'étais diagnostiqué, j'avais ma 2e qui allait arriver. Léa était enceinte, ma femme était enceinte de la 2e. D'accord. Donc, c'était gros chamboulement aussi. Donc, je n'étais pas prêt à reprendre des études alors que j'avais 2 enfants à gérer et tout ça. Donc, j'ai fait un peu un autodidacte au début. Et après, j'ai passé le diplôme de coach sportif qui était plus rapide. Plus accessible en tout cas. Et puis en adéquation aussi avec le quotidien finalement. C'est ça. Ok. J'imagine que forcément en fonction de tes séances, la glycémie évolue différemment. Qu'est-ce que tu as remarqué ou des petits mécanismes que tu remarques en fonction des séances que tu fais? Tu parlais d'adrénaline, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau de la glycémie et en fonction de quelle séance tu vois? J'ai en gros, dans le CrossFit, c'est essentiellement des filières qui sont à plus ou moins courte durée. Les WOD, ils vont pas durer plus de 20 minutes en général. Je peux préciser les WOD pour les personnes qui ne feraient pas de CrossFit. C'est les workouts, en gros, les entraînements où on varie plusieurs exercices à haute intensité. Donc, c'est toujours à haute intensité. Donc, c'est un moment où on se donne à fond pour faire soit le maximum de répétitions de plusieurs mouvements. Ça peut être des pompes, des tractions, des mouvements avec des barres ou des poids en plus. Et des fois un peu de cardio aussi dedans, mais c'est tellement court que ça va pas me faire descendre ma glycémie. C'est pas un effort, c'est plus un effort qui va du coup avoir besoin d'énergie. Donc mon corps va sécréter du sucre dans mon sang. Donc là, je vais avoir plus tendance à avoir la glycémie qui augmente. Sur des efforts courts comme ça. À l'inverse, si c'est un effort plus long qui va dépasser une demi-heure avec un aspect un peu plus cardio. Donc si je vais aller courir un peu plus longtemps, même si je l'incorpore un petit peu dans du renforcement, mais du plus long, là du coup je vais avoir la glycémie qui va descendre petit à petit. Donc en fait c'est un curseur à avoir entre les deux. Au début, quand je reprenais un petit peu le sport, je me rendais compte que si j'allais courir un petit peu, ça descendait. Si je finissais sur un renforcement, des tractions, des pompes, ça restabilisait parce que ça libérait un petit peu. Donc je jouais un petit peu comme ça au début à gérer. Ah oui, petite course à pied après, c'est ça. Truc intense, ça remonte. Par exemple, si tu cours un peu et que tu vois que tu commences à descendre un peu, te retaper des gros sprints pour, ça peut aider des fois à limiter un peu cette chute parce que du coup, tu as besoin de pousser. Hyper intéressant. Donc des fois, naturellement, le corps il se remet comme ça. Donc je me suis rendu compte, les grosses tendances, c'est ça, c'est les efforts un peu courts, les efforts de force où on doit faire de l'haltérophilie, porter lourd. Des stories hyper impressionnantes. D'ailleurs, suivez-le sur Instagram parce que je me lève, je suis encore dans mon lit, puis lui, je le vois soulever des grosses masses. Il faut que je me lève. J'en parle souvent avec un pote qui lui fait que courir. À chaque fois, il me dit pourquoi tu portes lourd comme ça pour la glycémie. Mais pourquoi toi tu cours comme ça, tu vois? Et donc c'est marrant, mais c'est quand c'est plutôt du court, du haute intensité, de la travail de force, ça va plus avoir tendance à monter. Et les efforts longs, du coup, vont avoir tendance à descendre. Donc après, on joue un peu avec ça. Et après, l'aspect compétition, après, est encore différent parce qu'il y a aussi l'aspect adrénaline. Où là, moi, je le vois parce que je prends quasiment tout le temps le même petit déjeuner. Et le jour des compétitions, c'est le même petit déjeuner. Et pour autant, je vais me piquer pareil avec le même petit déj et je vais avoir la glycémie qui monte. Et je sais que c'est OK parce que c'est l'adrénaline. Et voilà, mon corps, il dit OK, il va se passer des choses là. Il va falloir donner de l'énergie. Et du coup, il se prépare. Et du coup, tu parlais que tu as plusieurs prises de repas par jour, donc tu n'as pas les 3 repas. Tu les fais quand même, ces repas? Oui. Comment tu… En fait, j'ai remarqué justement des gros apports, parce que dans cette idée de mon corps a besoin de tant de choses dans ma journée, et imaginons il a besoin de 100 grammes de quelque chose, mon corps ne peut pas assimiler tout d'un coup. Si je prends les exemples des protéines, il ne peut pas assimiler plus de 30 ou 40, suivant les études, de grammes de protéines d'un coup. Donc je ne peux pas me dire, par exemple, je fais un seul repas, je n'aurai jamais les apports qu'il faut dans ma journée. Et donc soit j'apporte beaucoup 2-3 fois, et donc du coup si j'apporte beaucoup, je vais aussi apporter beaucoup de glucides parce qu'il me faut de l'énergie, donc avoir une tendance à avoir un gros pic, du coup difficile à gérer avec la glycémie. Ou bien je vais découper ces repas-là
et ces apports dans ma journée en plus d'apports. Ça me fait moins de gros pics, moins besoin de me piquer fort et plus diffusé dans la journée en fait. Donc moins de fatigue, moins de demander d'énergie à mon corps pour la digestion, etc. Donc l'idée c'est de t'alimenter en continu en énergie. Donc c'est ta fameuse voiture où tu files, c'est un peu en flux tendu quoi. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu prenais, je sais pas, tu fais un Paris-Marseille et t'es en sprint à 200, enfin en sprint, en accélération à fond à 200, et après tu roules tout doucement, t'accélères à 200, ta consommation va être énorme pour faire un Paris. Alors que si tu prends une vitesse constante, ta consommation de carburant sera moins importante tout le long. En gros, j'ai mes apports, je dois avoir besoin de temps dans ma journée, ça se calcule en fonction de ton sport, ton profil, etc. Sans non plus tomber dans les calculs au millimètre. C'est des ordres d'idées. Parce que moi, d'un point de vue externe, ça me paraît c'est hyper contraignant au début. Hyper contraignant, rigide, et j'ai l'impression que le diabète m'asphyxie déjà beaucoup. Et toi, tu as trouvé en fait, une routine qui te permet de te rassurer. En fait, au début, c'était pas possible de faire ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, ok, c'est plus un jeu en fait de me dire, dans tous les cas, je dois savoir combien je mange de glucides à peu près. Bon, si tu fais l'ITF, la thérapie fonctionnelle à l'hôpital, tu apprends un peu de comprendre qu'est-ce que j'ai dans mon assiette. Donc plutôt que de me dire que je vois un peu juste mes glucides, je peux peut-être voir un peu combien j'ai le reste. Et en fait, juste de me dire, ok, même si je me concentre que sur les glucides dans un premier temps, il me faut à peu près tant de grammes de glucides dans ma journée. Ça se calcule, etc. Comme je disais. Ok, du coup, je sais qu'il faut que je le découpe en plusieurs fois. Mais en fait, c'est sereine. Enfin, moi, ça t'apaise. Ouais, ça m'apaise parce que je sais que là, je vais avoir 100 grammes de glucides à ce moment-là. Là, je vais avoir 80 grammes. Là, je vais avoir machin. Je sais que c'est apporté régulièrement. Du coup, j'ai moins d'aléas. Quand ça arrive, c'est ok. Des fois, je fais autre chose. Je ne suis pas stressé parce que je sors de ma routine. Mais en fait, ça se met en place comme une routine et c'est calé. Et en plus, pour le suivi diabétologie, elle est contente. La diabéto, quand elle va sur mon appli là, et qu'elle voit que j'ai les glucides avec l'insuline à chaque fois, elle est trop bien. Franchement, bravo. C'est une rigueur que j'ai du mal à me mettre en place. Mais tu vois, là, je vais passer en boucle fermée. Et donc, j'ai repris mon journal alimentaire, à tout marquer, etc. Et déjà, je vais me dire, mais c'est quand même... c'est pas mal, et ton discours me fait rappeler qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter de l'aide nutritionniste, diététicienne. Vraiment, je ne sais plus qui me disait, mais c'est la béquille de la personne diabétique de type 1. Ce qui est vrai, l'alimentation, oui, on peut tout manger, mais l'impact est différent sur nos glycémies. Et tu disais, en fait, c'est la notion de se faire plaisir, mais il faut quand même que la base soit bonne. C'est-à-dire que si tous les jours tu dérègles, un peu chiant mentalement, physiquement... C'est un peu la loi de Pareto, c'est le 80-20. Si 80% de ton quotidien c'est géré et que tu as 20% de sortie, il n'y a pas de problème. Exactement. Si c'est l'inverse, c'est que tu dis j'ai mangé une salade et je comprends pas, je suis pas bien, parce que tout le reste n'est pas bon. C'est ça. Donc c'est à prendre en compte. Mais après, c'est petit à petit. Moi, je sais que c'est pas d'un coup, on révolutionne tout. Je teste un petit peu, tu vois. Tiens, comme je dis, d'abord les glucides, je vois un petit peu, je me teste. Ok, je vois que je me sens un peu mieux sur ça. Et progressivement, moi, je m'utilise une application, je sais plus, c'est Yazio que j'utilise sur mon téléphone, c'est pour rentrer les glucides, tout ça. Et en fait, dedans, il y a une grosse banque de données avec tous les aliments. Donc je mets, je sais pas moi, penne, complète, machin. Voilà, et du coup, je sais directement tant de glucides que j'ai dedans, et c'est relativement précis. Si à force, tu t'affines un peu sur ce que tu manges comme produit en général. Même dedans, il y a des Big Mac, il y a des trucs de Burger King, il y a tout. C'est clair. Non, c'est vrai que ça nous a bien aidé. Parce que quand j'étais petite, il y avait un vieux livre de la minceur qui me filait. Tu t'imagines, toi, devant ton assiette, aller chercher ta page. C'est ça. Personne ne fait ça. Donc, là, avec les applis, c'est très bien. Moi, il y a aussi GluciCheck, il y a Equio aussi qui est pas mal, qui calcule la dose. Du coup, toi, tu mentionnais. Là, c'était Yazio, moi, que j'utilisais parce que c'est gratuit et après, c'est payant pour les versions micronutriments et tout. Mais les trucs basiques, là, il y a une grosse banque de données. Et tu as le code barre aussi. Si tu as le produit, tu scannes le code barre directement, tu as le bon produit. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis même fait gronder par maman quand j'avais mangé chez elle une fois parce que j'étais avec mes deux téléphones comme ça devant mon assiette et là tu peux pas lâcher ton portable un peu là. Mais non, mais je le jure, je regarde plus. Je suis diabétique, ok. C'est ça. Oui, souvent en fait c'est dur de calculer les glucides quand quelqu'un te parle à la table. Je te manque pas de respect, c'est juste que j'aimerais manger et faire un petit peu. Là c'est en plein calcul et tout. Mais je te parle. Elle te parle, tu l'entends pas, tu la regardes comme ça, tu as les équations de partout. Ouais, c'est ça. Mais oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je me demandais quand même si tu as déjà eu des séances où tu as dû t'arrêter, des fails, où tu as une hypo qui te frappe et relou. Est-ce qu'il y a des moments où juste le diabète il est là et tu es obligé de l'écouter? Sur des efforts qui sont relativement courts comme je fais au CrossFit, j'ai pas besoin parce que je peux vite me resucrer. C'est un environnement, tu vois, où je suis dans une salle de sport.
j'ai mes resucrages à côté, j'ai ce qu'il faut. Quand j'en discute aussi avec des personnes qui font des grands trails, etc., ils anticipent aussi, donc ils ont ce qu'il faut en resucrage ou quoi. Ouais. Donc si c'est bien anticipé, il n'y a pas de risque, entre guillemets. Tu vois, si tu te suis bien et tout ça. Par exemple, moi, hier matin, j'ai fait une séance. Donc c'était travail de force, donc je me suis dit c'est ok, normalement ça devrait monter un peu, sauf que j'ai commencé un peu bas et c'est jamais monté, donc c'est resté toujours bas. Et sur la fin de ma séance, je commençais à sentir un petit peu, tu vois, l'effet de l'hypo. J'ai regardé, j'étais à 62, 65, un truc comme ça, donc je me suis dit ok, je vais me resucrer un peu. J'avais des mandarines à ce moment-là à côté, tu vois, donc je mange 2 mandarines. Bon, c'était pas suffisant pour me resucrer, donc je reste un peu limite. Et à ce moment-là, c'était la question, soit j'étais proche du moment de manger, tu vois, c'était là, normalement à la fin de la séance, je mangeais, et donc je réfléchissais aussi aux apports. Tu vois. Et donc je me dis, soit là je me resucre pour pouvoir après faire mon enchaînement plus intense sur 10 minutes là que j'avais prévu. Soit j'arrête là ma séance, je mange et puis on verra plus tard pour la séance. Donc là sur le moment, oui, je me suis arrêté dans ma séance, mais c'est ok parce que c'est dans le plan plus large, tu vois. Et encore, je me dis, tu as modifié ta séance. Ouais, voilà, c'est ça. Tu n'as pas totalement annulé tout le truc, voilà. mais j'ai l'impression que tu as, forcément mentalement, je pense que tu as un mental d'acier au vu de ta carrière. Moi, l'hypo, parfois, ça me paralyse. C'est-à-dire que tout dépend du contexte, mais ça peut me faire tout arrêter. Cette sensation de faiblesse, je la supporte pas. Toi, j'ai l'impression que tu arrives à, comme tu dis, tu flirtes avec, ça te fait pas peur. En fait. Non. En fait, comme toi au début, j'étais les premières fois où j'avais des hypos et tout ça, j'étais dans tous mes états. Je me rappelle, j'avais pas des pompotes, mais des petites briques dans les voitures et tout ça. J'avais toujours un truc, j'étais en stress du moindre sensation. Et dès que ça te descendait un petit peu trop rapidement, même si je n'étais pas encore en hypo, j'étais pas bien et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne se passait pas grand-chose si tu te resucrais dans le temps et qu'au bout de 15 minutes, cette sensation inconfortable, en fait, elle passait. Et c'était pas grave. Alors, les professionnels de santé vont me dire « Oh là là, attention aussi », parce que du coup, tu commences à t'habituer à cette sensation, donc elle se repousse, etc. Alors moi, j'ai que 5 ans de diabète, tu vois, j'ai pas énormément d'années. Peut-être que plus tard, mon discours sera peut-être un peu différent sur ça. Mais en fait, je me rends compte que tu peux flirtouiller avec ça parce que ton corps, tu vois, genre la nuit, par exemple, quand je fais des hypos, mon corps, il se réveille si je suis trop en hypo. Donc je me dis, en fait, on a un système d'autodéfense. C'est incroyable. Donc s'il y a besoin, il va réagir. Donc si je peux encore bouger, flirter et que je suis pas dans l'état, on différencie. Tu vois, il y a un moment où tu as la lipo, où tu te sens vraiment que tu trembles, tu transpires, là tu dis, ok, là il faut, ça va pas. Tout. Ouais, là, tu as envie de t'allonger, de dire, je vais mourir, c'est pas grave. C'est clair. Voilà. Mais combien de fois je me est-ce que c'est aujourd'hui là comme ça c'est elles nul. Elles sont si fortes ces sensations de faiblesse, voilà. tu te sens vulnérable mais comme jamais quoi, et t'es là en mode ouais c'est ça, tu dis bon ok tant pis, mais sinon la plupart du temps si tu arrives à te gérer un petit peu tu sais, je me dis je prends le côté science en fait, encore une fois tu as un corps, tu as ton taux de sucre il est trop bas, si tu apportes 2-3 sucres tout de suite, normalement ça va remonter. Enfin, tu vois, à part si je me suis fait une injection avant de 15 unités et j'ai fait n'importe quoi. Mais si c'est naturellement que ça redescend au fur et à mesure parce que ton injection d'il y a 4 heures elle était trop forte et que ça arrive, en fait je me dis si je me prends 3 sucres, il va rien se passer, ça va remonter. J'adore la perspective aussi que tu apportes en fait c'est de la science les gars, c'est un mécanisme qui est rodé, genre ça fonctionne comme ça, donc tu te dis c'est comme ça quoi. En fait sur le moment tu as les émotions. Tu as les émotions qui prennent le dessus, donc tu imagines plein de trucs. Après moi je vois vraiment le corps comme j'ai toujours été fasciné depuis petit, c'est sur l'anatomie, le fonctionnement, comment tout fonctionne ensemble. Et en fait, tu te rends compte que c'est une machine qui est plus intelligente que tout ce qu'on a pu créer nous, tu vois. Donc, et même, moi, j'avais très très peur des comas. J'en ai fait un. Et en fait, en 20 ans de diabète. Hypo, du coup. Ouais, hypo. C'était en séjour à JD. En plus, je m'occupais d'enfants et c'est parce que je m'occupais des autres que j'ai pas. Il faisait très très chaud, donc j'ai pas senti des bouffées de chaleur. Mais voilà, en fait, ça arrive et j'ai eu la chance d'être dans un séjour à JD. Ils sont intervenus assez rapidement et on m'a vraiment dit ce système mécanique de en fait, le foie, il va libérer le sucre. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas te réveiller. En fait, c'est une pause de ton cerveau qui n'est plus alimentaire en sucre. C'est la survie, quoi. C'est OK. Exactement. Ça. On priorise les choses vitales. Mais le fait qu'on me dise tu ne peux pas mourir d'une hypo, enfin tu meurs si, je sais pas, tu te prends un mur, enfin voilà. Mais scientifiquement, non. Et je me suis dit, purée, mais merci, en fait, cet argument scientifique, il m'a vraiment beaucoup rassuré. C'est bien parce qu'à l'inverse, tu vois, nous, tous les professionnels que j'ai eus, quand je leur rapporte comment moi je fonctionne au quotidien, le premier message, c'est attention quand même, l'hypo, il ne faut surtout pas que tu restes en hypo, etc. Et j'ai des exemples justement avec Benoît qui lui fait des ultras, etc. Et quand tu regardes ses courbes. Benoît, est-ce que tu peux préciser des T1 runner sur Insta qui fait énormément de runs sur de longues distances, qui se gère super bien, qui gère pour moi très très bien avec le diabète, peut-être d'autres iront pas bien parce qu'il est souvent très bas, il a une glycée très très bas et très 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 basse,
Et en fait, il est tout le temps en train justement de flirter avec cette hypo. Et il dit en fait, sur une hypo, je peux courir encore des kilomètres, quoi. Wow. Et parce que Si on tu se connais. resude comme il faut. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. En fait, c'est progressivement. Il s'est pas dit demain je vais courir, je vais faire un marathon et on verra bien. C'est qu'il a commencé un petit Tranquille, peu. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et là maintenant, il va normalement faire son marathon en moins de 3 heures. T'es Wow. obligé du coup maintenant. C'est annoncé. Voilà. Et donc c'est des grosses perfs pour un diabétique et Ouais. on se joint un petit peu avec lui, avec aussi Glucose Mafia aussi, Rémi qui on est pas mal de profils comme ça de J'adore sportifs. ce profil. Il est génial. Fait rire, Il a une mon Dieu. imagination incroyable. Incroyable. Et de montrer qu'on peut faire du sport avec le diabète, mais c'est Ouais. aussi surtout qu'on peut performer. Tu vois, Ouais. c'est pas juste faire du sport pour survivre, mais c'est vraiment pour aller chercher la performance aussi. Et en parlant de performance, à quel moment tu t'es dit je vais faire Ninja Warrior? Ouais, là, Parce que c'est grâce à ça que je t'ai connu. Ouais. J'ai reçu des messages. Il y a un diabète de type 1, Ninja Warrior, un truc. J'étais quoi? Et tu sais que j'ai galéré à te retrouver. Hein. Ah ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. J'ai cherché Wayne Jourdain, machin. Et je t'ai retrouvé sur Facebook Ouais. finalement. Mais ouais, à quel moment tu t'es dit, vas-y, je fais ça? Ça c'est périple un peu. C'était ma grand-mère en fait qui regarde l'émission. Moi, je vais pas à la télé à la maison, donc ouais. Et ma grand-mère qui me dit tu serais trop fort à ça et tout. Et moi, quand j'étais petit, je regardais Takashi Castle, c'est le genre de Ninja Warrior un peu japonais. Enfin, il y avait des trucs comme ça un peu là. Oui, Tu sais, où ils c'est faisaient- l'inspiration de ça. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Et du coup, je voyais ces trucs-là, je dis moi, je pense que je pourrais être bon parce que tu sais, j'ai toujours quand j'étais gosse, j'escaladais tout partout, Ouais. je sautais partout. Enfin, vraiment, j'adorais ça, quoi. Et là, avec le CrossFit, tu t'es sportif, j'ai l'habitude. Tout ce qui est parcours du combattant avec l'armée, c'était OK aussi. Oui, bah Et oui. donc là, ma grand-mère a dit tu serais trop fort là-dedans, machin. Et je lui dis tiens, pour lui faire plaisir, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé la voir, tu vois. Donc je me dis bon, au moins je peux faire un truc pour elle et je vais m'inscrire à Ninja Warrior. Ok. Et puis c'était vraiment comme ça au début. Et je me dis bon si c'est un peu le but, si ça se passe, encore une fois, je crois pas au hasard ou quoi. Je dis Dieu, si tu veux que j'aille là-bas, tu m'aides, tu vois, et tu montes les trucs et tout ça. Et au final. Je me dis si je peux inspirer même quelqu'un, tu vois, avec mon diabète et tout ça, ça peut être cool. De Et ouf. donc je partage mon profil, il fallait se faire une vidéo, se filmer et envoyer ça à la prod. Je suis en train de faire des pompes et tout. En fait, il fallait faire un montage avec toi qui fais du sport. D'accord. Donc tu te filmes dans ce que tu veux dans ton quotidien. Ok. Et toi qui parles face cam aussi à raconter ta Ouais, life. pour voir si tu passes bien la télé. Ouais, voilà, avec quelques questions à répondre et tout ça. Et donc du coup, je réponds à mon truc et forcément, le profil ancien militaire, diabète qui a arrêté ta carrière, papa, sportif, machin, tout ça, ils ont kiffé. Du coup, ça a répondu direct. Et ils m'envoient au test à Paris. D'abord, tu as les tests à Paris. D'accord. Et donc il y avait quoi? Il y avait à peu près 8 ou 9 000 candidatures au début. Ils en prennent 400 pour aller à Paris. 8 à 9 000. Ouais. Et toi, tu étais déjà dans les 400. Ouais, donc là, je me dis, bon, ok. c'est cool, tu vois. Puis Ok. j'arrive là-bas, sur les 400, ils en prenaient 200. Et donc après, sur les 200, tu vas après à Cannes faire le tournage. D'accord. Donc je me retrouve là-bas Attends, vraiment. Déjà, alors, attends, sur 8 000 candidats. Je me demande la proportion diabétique de type 1. Ah ouais, c'est clair. Et bah, il est dedans. Ouais, c'est vrai que je sais pas trop combien Ça, il y en c'est avait, bon. mais ouais. Magnifique. Donc ouais, à ce moment-là, je me dis, bon, trop cool, on va faire ça. Et Ouais. il faudra peut-être que je m'entraîne un peu à ça quand même. Parce que Ouais. tu vois, genre C'était les- dans mes questions, c'est genre, comment tu te prépares à un truc pareil? Est-ce que tu sais en avance les parcours et- En fait, tu vois un peu les autres années et tout ça. Donc tu vois Oui. un peu les obstacles qu'il y a, mais tu sais pas à l'avance que tu vas avoir le D'accord. jour du. Donc quand du tu arrives là sur le plateau, genre tu Ouais, tu découvres. Ok. Ouais. Parce que c'est pas trop instinctif aussi. Parfois, je me dis, Non, t'as une c'est personne ça. avec des trucs, tu te dis, je l'attrape comment Ouais, le c'est ça. bazar, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis allé. Il y a une salle à Toulouse, heureusement, qui est un ancien participant de Ninja Warrior qui a fait le Cirque du Soleil. Le gars, il s'est créé une salle exprès. Et donc du coup, je suis allé m'entraîner 2-3 fois là-bas pour avoir un peu des tips et tester un peu les balanciers, tester de se rattraper sur une barre. Enfin vraiment, c'est des trucs que je faisais jamais quoi. Au CrossFit, on se suspend à la barre, mais on va pas sauter sur une autre barre, tu vois. Et donc Mettez-moi une attraper. piscine en dessous, les gars, Ouais, s'il vous c'est ça. plaît. Donc tous les trucs comme ça, un petit peu, tu Ouais. vois, les perspectives les perceptions dans l'espace et tout ça. Donc j'ai Ouais, testé et je voyais ouais, que purée, ouais. du premier coup, j'y arrivais pas. Souvent, il fallait me reprendre une deuxième fois ou une troisième fois avant de réussir des choses. Donc, j'ai la chance de pouvoir quand même assez vite voir des choses, tu sais, assimiler et les mettre en place. Donc Ouais. j'ai quand même assez vite appris. Et du coup, je me dis, bon, on verra bien, tu vois. À côté de moi, j'avais des gars qui s'entraînaient dans les parcours ninja depuis des années et qui faisaient que ça. C'est clair. Et moi, j'étais là en mode, j'ai fait 2-3 entraînements, Ouais. tu vois, mais bon, on essaye. On Et, essaye. et en fait, tu arrives à 17h, avant, tu as des tournages, des interviews, etc. Mais le moment où tu es convoqué pour faire le passage à la télé, là, à 17h, tu arrives sur le plateau. Ouais. Et en fait, pendant 1 heure, un peu moins là, tu vas te balader dans le parcours. Là, tu vous découvres ton D'accord, parcours ok. et tu le découvres de côté. Et c'est un cascadeur, enfin un gars qui le fait, qui pour montrer, voilà, là, il y aura l'obstacle là, on vous conseille de le placer comme ça. Mais toi, à D'accord. aucun moment, tu es sur T'es sûr, ouais, l'obstacle et tu le testes pas du tout. Et donc, tu es là en mode. Ouais. Pour te déstabiliser. Ah ouais, c'est ça. Et après, ils te mettent tous dans une salle avec juste une télé pour voir les autres candidats passer. Et en fait, au compte-gouttes, ils disent ok, tiens, Coco et Wayne, vous y allez.
Et là, tu dis, ah ok, j'y vais. Là, normalement, tu as une petite demi-heure pour t'entraîner. Non, tu as une demi-heure pour t'entraîner. Ils te font quelques plans, des images et tout ça. Et après, tu passes. Des conditions. Ouais, donc c'était un peu comme ça. Wow. Moi, j'étais encore en jogging et tout. Il me dit, ah ouais, une nation avec Mathieu. Je crois que c'est Mathieu, celui qui était avec moi. Je sais même plus. Le premier que tu as défoncé. Ouais, il dit, ah vas-y, c'est à vous et tout. Je dis, bon, du coup, je me mets en tenue et tout. Il dit, mais oui, mais vous passez là. Je dis, bah, il n'y a pas un échauffement et tout. Il dit, ah, on vous a pas appelé et tout. Bah non. Ah bah mince, désolé, bon, il y a eu un couac, allez go, on y va, on va s'échauffer en courant pour aller sur le plateau. Donc moi en train de mettre mon short et tout, il y avait encore les marques sur le short qu'il fallait cacher et tout. J'ai mis les marques et tout, oh mince, c'est tout ça. Vraiment à l'arrache. J'arrive, la prod, tu fais ci, tu fais ça, t'as tes enfants qui vont venir, tu les emmènes. Enfin, tu sais, vraiment le truc, le parcours pour le suivre, pour aller jusqu'à là. Okay. Donc pas le temps de réfléchir. Au final, pas plus mal parce que pas le temps de stresser. Franchement, plus tu réfléchis, plus. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, je pense que la chance que j'avais, c'est que j'avais l'habitude avec la carrière avant de partir au coup de sifflet et tu vois, d'être prêt à faire des choses. Donc je pense que ça m'a aidé. J'arrive devant le truc, 3, 2, 1, ça part, je fais mon parcours. Et je me régale, tu sais, je suis dans le truc en train de me dire, ça je sais faire, ça je sais faire. J'arrive à passer les obstacles. À chaque fois, je suis, oh, c'est cool, je suis passé. Ouais. Et au final. J'ai regardé forcément. Machine, quoi. Ouais, j'étais content. Ah, franchement, du coup, le premier que tu avais su, je ne me souviens plus de son prénom. Ouais, je crois que c'est Mathieu. Je sais purée, mais le type, ouais. tu l'as. Ouais, t'es bien arrivé avant et tout ça. Et je me demandais, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de ta carrière militaire? Est-ce que tu penses que le diabète te donne une niaque en plus? Ou est-ce que ça commence à interférer avec ta motivation? Parce que je me suis dit, est-ce que tu as doublement envie de prouver ce dont tu es capable à cause du diabète? Enfin, tu vois, quelle est ta relation avec motivation diabète? En dehors de la séance, en dehors du moment où je fais mon sport, j'ai ma gestion du diabète au quotidien, etc. J'ai envie de pouvoir être aussi une source d'inspiration avec ça. Mais j'ai toujours eu ce truc de se dépasser, se donner au max. Et en fait, au moment où je fais l'effort, je pense pas du tout que je suis diabétique, tu vois. Je pense pas que j'ai mon diabète. Voilà, je fais ma performance, je finis, je me compare aux personnes lambda, tu vois. Et c'est à la fin que je me dis, bon, c'est cool. Mais en fait, je me dis pas parce que j'ai le diabète, c'est plus dur ou tu vois. Non, en fait, c'est juste une variable à prendre en compte en plus. Et du coup, il n'y a pas vraiment ce blocage. Par contre, après, l'objectif de faire ce parcours ninja à la fin, c'était de pouvoir montrer justement. Et tu sais, je me suis dit, si je peux ne serait-ce qu'à une personne, un petit jeune, tu vois, l'inspirer à se dire, en fait, je peux faire du sport. Ça a été le cas. Et en fait, j'ai eu plein de retours comme ça, de parents et tout. Parce qu'en fait, même je finis mon parcours. Moi, à la base, je fais le Ninja Warrior. Je me dis, je vais juste pas tomber au premier obstacle. Tu vois, parce que j'imaginais le truc, tu sais, il me faut un profil, ancien militaire, nanana, et j'imaginais glisser sur le premier, tu vois, tomber, et ridicule. Au bout, Et en fait, j'arrive au bout, je buzz, donc déjà pour moi c'était genre grosse réussite. Et puis après là, Denis Brunner qui me pose des questions, je suis assez stylé, tu vois. Je réponds tout à fait Denis et tout, genre c'est mon pote, tu vois. Bien sûr, Denis. Voilà. Et du coup, il me lance la perche en me parlant t'as un message pour le diabète, tu vois. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut réussir en tout cas. Les épreuves de qualification, on va avoir pour la suite, on va essayer de montrer que le diabète nous amène loin. Donc il était au courant, c'est ce que je me disais. Ouais, ils avaient le profil en fait, ouais. Ok, et ils avaient nos profils. Une demande de ta part moi j'en parle sur les interviews, j'en parle sur mon interview, ma vidéo de base, j'en parle. Donc dans mon profil, ça y est. Mais moi je sais pas s'ils vont vouloir plutôt axer sur l'armée, plutôt axer sur ma grand-mère qui voulait faire l'émission. Parce qu'à un moment ils m'ont posé cette question-là aussi. Ou est-ce qu'ils voulaient plus axer sur le diabète, tu vois. Donc en fait tu sais pas vraiment, et surtout que tu sais pas si tu vas être diffusé non plus en fait. Tu peux faire un super parcours, un super interview, et en fait, par rapport aux besoins de l'audience ou quoi, ils ne te diffusent pas, tu vois. Et donc, en fait, tu sais pas trop. Donc, ils me posent des questions sur ma grand-mère. Ah, vous faites l'émission parce que votre grand-mère, machin. Donc, je me dis, cool, je vais pouvoir lâcher un petit message pour ma grand-mère, cool. Et après, il me dit, du coup, vous avez un truc avec le diabète et tout. Et donc là, je me dis, génial, il m'envoie une perche. Et donc, je réponds ce que j'ai l'habitude de dire au quotidien, tu vois, rien préparé, mais ça vient peut-être, tu viens de faire un effort, t'es comme ça, t'es trempé et tout, tu sors de la piscine, tu vois. J'ai diabète, c'est cool. J'essaie de trucs, heureusement, c'est des trucs que je transpire, tu vois, que je. Oui, parce qu'au moment où tu buzzes, moi j'ai le souvenir que la phrase relative au diabète, elle arrive rapidement. Ouais, ça, je finis, t'as encore la fumée, machin. Et là, en fait, t'as un micro, il te dit, tu récupères le micro en bas, tu le prends, et ensuite, il t'interviewe. Donc, je suis encore essoufflé, et là, il me demande ce truc-là. Donc, on mettra les images, hein, ouais. Et du coup, il me demande ça, donc je dis trop bien, c'est une ouverture pour ce truc-là. Et après la suite, c'était les demi, pour moi, c'était le bonus. Ouais, alors j'ai vu que tu as affronté quand même Aurélien Leroy, vice-champion français de gymnastique, qui a gagné, qui a été 4 fois finaliste de Ninja Warrior. Donc j'ai envie de dire, peut-être que tu as perdu, gros guillemets, contre lui, mais l'inspiration que tu as filée à. Ouais, c'est cool. C'est le but. Même toi-même, le défi, c'est hyper stylé, franchement. Moi, je m'étais dit que le meilleur scénar qui pourrait être, c'est de finir à la fin du parcours de demi-finale.
parce que, petite anecdote, mais le tournage se fait du coup dans la même nuit pour celui-là. Donc en fait, j'ai fini celui-là, je suis parti en interview et après je suis parti faire la demi direct. Pendant ce temps-là, les légendes qui ont X le final et qui sont très bons là-dedans déjà, en fait, ils sont en attente tranquillou et après leur première épreuve, c'est quand ils t'affrontent, tu vois. Donc il y a un petit peu de favoritisme aussi là-dessus. Et donc en fait, tu arrives comme ça, tu as déjà eu l'adrénaline qui est montée, descendue, les ascenseurs émotionnels, tu es parti faire les interviews après et tout, et là tu reviens, ok, c'est reparti. Putain, c'est pour ça qu'il fait toujours nuit sur ce plateau. Ouais, il fait nuit, tu es en t-shirt alors que tout le monde est en doudoune dans les trucs, parce qu'on est en mois de mars, tu vois. Donc tu as tourné toute la nuit. Ouais, on a tourné, le deuxième passage, je crois, il était 1h du matin, un truc comme ça. Ouais, tu vois, qui est là à côté du port de Cannes, en mois de mars, elle est bien fraîche, quoi. Ok. Et donc en fait, tu t'enchaînes le truc. Et donc c'était le meilleur scénar, c'était de me dire, je finis ça dans la même nuit parce qu'après j'étais en formation pour mon diplôme de coach et j'étais en stage. Donc en fait, si j'étais pris en finale, il fallait que je reste la semaine d'après. Et donc c'était pas possible pour moi avec le. Donc tu vois, je me suis dit le meilleur scénar, c'est je tombe le plus loin possible, comme ça je fais quand même des obstacles sur la demi-finale. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors est-ce que inconsciemment du coup, ça a été le truc qui m'a fait lâcher ou pas, ou est-ce que c'était parce que voilà, ça devait se passer comme ça. Franchement, pareil, de mémoire, t'es tombé au. Ouais, le dernier piston, et après il y avait la petite cheminée là. Ça, je serais monté hyper vite. Je suis pas frustré parce que je vois qu'Aurélien il le monte très vite aussi. Donc à la limite, le meilleur scénar, ça aurait été une course poursuite dans la cheminée. Lui il buzz et moi je perds à ce moment-là, tu vois. Mais non, franchement, trop cool. Des trucs en plus, tu les découvres pour la première fois. Tu vois, encore une fois, la demi. Lui, il a déjà 4 finales, il connaît ses obstacles. Moi, j'arrive, je les teste, je suis là, ok, ça marche comme ça ce truc-là. Enfin, vraiment, genre, j'étais en mode, c'est un jeu. Il a déjà fait une Jawara, donc le type, il connaît. Il connaît parfait. Il s'est entraîné avant, il sait. Non, mais c'est déjà un meilleur scénar ever. Tu vois, tu gagnes une première épreuve, tu prouves ce dont tu es capable, tu fais honneur à ton discours, à ta carrière, etc. Et après, j'adore j'ai d'autres plans, du coup. Bon, voilà, j'ai fait passer mon message, du coup, je vais y aller. Je me suis bien éclatée, merci. Et ça, c'était. Et puis après, tu finis ton truc, en fait, tu restes un petit peu sur ta fin parce que t'as une gros ascenseur émotionnel, t'es un peu une star à la prod, tout le monde connaît ton prénom, machin. Et l'instant d'après, t'es plus personne, ciao, merci, allez, on peut disposer, tu vois. Et donc après, il y a ce petit moment un peu genre, ça y est, c'est fait. Ça se dégonfle, c'est fini. Et de se dire un peu genre, pourquoi je l'ai fait. Bon, peut-être que j'espère que ça me fait inspirer, mais tu sais, il y a quelques jours où c'est vide. Et puis après, tu passes à autre chose. Et la diffusion, donc moi, c'était le tournage en mars et la diffusion était fin juillet. D'accord. Donc il reste un moment, tu vois. Et là, quand il y a la diffusion, en fait, j'ai pris sens à tout ça parce que j'ai eu plein de messages justement de parents d'enfants diabétiques qui me disent mon fiston était devant la télé, il a vu que il pouvait devenir un ninja, il veut se remettre au sport. Enfin, tu vois, plein de messages comme ça. J'avais les larmes aux yeux quand je me disais mais c'est ce pourquoi je l'ai fait et ça a pu impacter ne serait-ce qu'une personne. À mes oreilles alors que ma communauté sait que je suis nulle à liège en sport, que c'est pas du tout mon truc, mais vraiment, tu as marqué les esprits et vraiment, j'avais vraiment envie de connaître un peu plus ton histoire et tout ça. Et merci en vrai d'avoir sensibilisé au diabète via cette émission, en prouvant concrètement qu'on pouvait le faire et tout ça. Et je me disais, c'était très précis et peut-être tu n'as plus de souvenirs. Tu te souviens de la gestion du diabète ou genre pendant l'épreuve en mode tu as pris ton appareil, tu t'es dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et question aussi, tu n'avais pas de capteur? Oui, j'ai le capteur mais sur la cuisse. Donc sous le short. Je regardais sur le bras, il n'y a pas de c'est vrai. Non, c'est vrai que tu sais, des fois je me dis c'est dommage parce que justement j'aime trop susciter la question, tu vois, et pouvoir en parler librement, tu vois. Et sauf que moi je le mets ici, ça arrache tout le temps, tu vois, en fonction des mouvements, des trucs et tout. Donc je le laisse toujours à l'endroit et surtout je veux pas que mon capteur s'arrache dans un moment un peu stressant comme ça. Je veux pas me changer de ce que je fais d'habitude, tu vois. Donc moi je l'ai laissé là. Et après au niveau de la glycémie, un peu haut, mais comme quand je fais mes compétitions, je préfère partir un poil haut. Et tu vois, genre quand je dis haut, c'est 180, 200 et être sûr que c'est OK. Et au moins, j'ai pas ce risque de descendre en hypo pendant le moment. Surtout que je sais pas trop comment va se passer cet effort avec le stress plus long, tu vois. Parce que l'épreuve, on avait des petits trucs à grignoter après dans la salle d'attente. Mais voilà, je suis un poil un peu au-dessus avec l'adrénaline et le stress. Mais j'ai l'habitude de faire des efforts sous hyper, justement. Et là, je me dis, ça va être un sprint, ça va être, tu vois, ça prend 3 ou 4 minutes. Ouais, voilà. Donc, pas important. Et tu as eu une prépa particulière pour, en termes de nutrition, d'efforts pour Ninja Warrior parce que j'ai l'impression que ça s'intègre. En fait, la pratique de Ninja Warrior peut être un WOD de CrossFit finalement. C'est un effort court, polyarticulaire, musculaire, machin. Donc ça change pas de ce que je fais au quotidien. C'est la salle de sport adaptée en gros avec des nouvelles pratiques en mode exactement. C'est du court, donc pas de changement sur ça, pas de stress sur comment je vais le gérer. Ça allait. On y va quoi. J'ai vu aussi dans l'émission, et tu as mentionné tes filles, ta femme, que tu es hyper soutenue. Je me demandais quel rôle ils ont eu dans l'accompagnement de cette nouvelle vie avec un diabète, dans le changement de carrière.
comment ça a impacté, tu étais OK d'en parler, hein, la vie perso, tu disais que tu attendais ta deuxième fille, bam, le diabète arrive, et puis finalement tu te retrouves à Ninja Warrior. Enfin, c'est un méga beau parcours que tu fais. Et quel rôle tes proches ont eu j'ai eu un gros soutien déjà de ma femme, la première, parce que c'est la première personne que j'appelle déjà d'Afrique là-bas. Donc, ce coup de flip qu'elle a de se dire ça y est, je suis blessé, machin. Rassuré que ce soit le diabète. Moi, je n'étais pas rassuré. Sur le moment, je pourrais préférer avoir une balle parce que c'était quelque chose d'extérieur. Là, j'ai l'impression que c'était mon corps qui me lâchait, tu vois. Sur le moment, sur le moment, j'aurais préféré. Et puis après, avec le recul, je me dis non, regarde, t'as un diabète, tu peux tout faire, tout le sport, machin. J'ai eu malheureusement un copain qui a fait les classes et la formation en même temps que moi, qui 1 ou 2 ans après est rapatrié comme moi, mais lui parce qu'il a sauté sur une mine et qu'il a perdu 2 jambes, tu vois. Donc tu te dis, tu relativises et tu te dis en fait t'as que un diabète, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Donc non, c'est bien mieux d'avoir un diabète que d'autres choses, tu vois. Donc même si le diabète est contraignant, je me dis en fait c'est toujours une histoire de perspective. Voilà, on a quand même la chance d'avoir que un diabète entre guillemets, même si ça a plein de pression, plein de complications, mais du coup, ma femme, à ce moment-là, je lui dis ça, donc je lui dis que je sais pas ce que c'est. On a une bonne assurance avec l'armée, donc il lui paye tous les frais pour pouvoir monter à Paris, le logement, etc. Donc elle monte dans le train, elle était déjà en train de regarder toute la nutrition autour du diabète, comment l'améliorer, le guérir, le machin, enfin tu vois, tout chercher pour essayer de comprendre. Un gros soutien par rapport à ça. Mes parents, ils m'ont toujours accompagné, donc ils sont assez confiants dans ma capacité à me battre, tu vois. Donc il n'y avait pas forcément pas de peur, mais ma mère c'était ok, t'as un truc en plus, on va le gérer, basta. Et mon père un peu plus touché sur l'aspect carrière parce que il était content et fier que je sois tu vois, dans un régiment d'élite, etc. Donc se dire mince, c'est son rêve et il peut plus le faire, donc un peu plus touché, mais plus en mode ok, bon on sait que tu vas gérer, tu vois. Et donc avec ma femme c'est soutien au quotidien. Sans elle, je pense que je me serais écroulé plein de fois, tu vois, parce que c'est vraiment, elle est tout le temps à toujours me tirer vers le haut, à me dire des moments où tu as un petit peu de basse, et le moment où elle me soutient, etc. Et donc c'est la béquille tout le temps, quoi. Mais l'importance de l'entourage, c'est indéniable, quoi. Et c'est pour ça que si on peut parfois être aussi bien entouré, se sentir très seul dans la gestion du diabète, ou parfois on n'a pas la chance d'être entouré, donc vraiment pas hésiter, je le répète, à aller consulter, psychologue, enfin vraiment se confier, parce que ça va être très très lourd, et si on n'a pas quelqu'un sur qui compter, ça peut être très compliqué. C'est clair, moi je le ressens à chaque fois, tu vois, même là c'est elle qui gère tout ce qui est nutrition justement, et des fois j'ai pas faim, ou des fois j'ai pas envie, ou machin, elle me dit on s'en fiche, là il y a 300 grammes de quinoa dans ton assiette, go, tu vois, sinon je vais faire une hypo après. Elle dit vas-y go, mange. Quand je commence à faire une hypo, que je suis en mode je vais mourir, tu vois, les fois où c'est comme ça, elle dit allez bouge-toi, tiens je te donne ça, mais tu vois, elle est vraiment c'est elle qui va chercher le sucre parfois. Elle gère, franchement elle est trop forte. Et tes enfants, ils se rendent compte de ce que c'est, ils posent des questions? Ma fille une fois elle urinait beaucoup, tu vois, donc forcément elle me dit hop. Elle dit je vais te piquer un peu le bout du doigt, tu vas voir, machin, et elle ça fait mal, c'est rigolo, regarde, on va faire ça. Et du coup, je crois qu'elle devait avoir 3 ans quand elle avait eu ce truc-là, 2-3 ans. Et des fois, encore maintenant, tu vois, elle a 7 ans, elle me dit tu m'avais piqué le bout du doigt une fois dans la salle de bain. Ça l'a marqué ce moment où elle avait peut-être 2-3 ans, tu vois, ce petit truc. Et je dis oui, parce que je voulais vérifier que t'es pas le diabète comme papa, machin, etc. Et donc, elle me voit avec mon capteur, elle me dit c'est pour le diabétique. Des fois, elle me balance des vannes sur t'es en hypo là ou quoi, tu sais, quand des fois j'ai une attitude différente, t'es en hypo, tu sais, en rigolant, et je dis non, tout va bien. C'est mignon, c'est intégré dans la famille, c'est pas, t'en parles, c'est ok, c'est un aspect en plus. Et puis j'aime bien expliquer aussi le fonctionnement du corps à travers ça, tu vois. Je leur explique aussi, donc la grande. C'est un prétexte de communication. C'est ça. Je fais des dessins, je dessine un pancréas, je dessine un corps, tu vois. Elle va être trop forte en SVT après. Peut-être qu'elle va finir dans un truc comme ça, je te jure. Allez. Très stylé, très stylé. On arrive à la fin, ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Comme tu es sportif, déter et tout, et je me disais, quel conseil tu donnerais à une meuf comme moi, qui plus est assez nulle en sport? Ce que je fais, c'est de la marche pour prouver mon charme, je marche beaucoup. C'est bien déjà. Et j'ai peur des expos. Ok. Quel conseil tu me donnerais pour essayer de me mettre un peu plus au sport? En vrai, il faut trouver un peu ce que toi, déjà ce qui pourrait te plaire, parce que le sport c'est ultra vaste. Comme tu dis, la marche déjà, ça fait partie d'un sport. Ce qu'il faut, c'est juste pas essayer d'être le moins possible sédentaire déjà de base. Ça va. Voilà, donc bouger, marcher, etc. Parce qu'en fait, il y a des gens, des fois, il faut même ne serait-ce que
1 heure de sport 4 fois par semaine et ils se disent qu'ils sont sportifs, mais en fait tout le reste de la journée ils sont assis sur le canapé au bureau ou j'en sais rien. Donc c'est essayer de faire des choses qui vont te permettre de bouger un peu plus. Ouais. Et après si toi tu as envie de te mettre au sport, c'est dire ok, qu'est-ce que tu aimerais faire, tu vois. Ça peut être aller jouer au paddle ou j'en sais rien avec des copines ou des potes ou machin, ou tu vois, faire des trucs comme ça. Ça peut être en fait des sports, pas forcément on voit aller à la salle de muscu ou aller courir, mais en fait il y a plein d'autres aspects du sport qui peut être vachement fun et que sans t'en rendre compte tu peux en faire quoi. Derrière le mot sport en fait il y a plein de choses qui se cachent quoi. Et c'est vrai que ça fait peur en plus ce mot, je trouve. C'est pour ça en fait, on voit souvent cet aspect pas forcément ludique de la salle de muscu, etc. Et pour le coup, moi je conseille plus aux gens d'aller faire du crossfit, même si souvent de l'expérience des gens, c'est pas de peur, hein. Ouais, voilà. Souvent ça fait peur, on pense aux gros pneus, grosses charges, au machin. Et en fait, tu vas réellement dans une salle de crossfit un jour, tu vas voir que 80%, alors ceux qui font du bruit, que tu as l'impression qu'ils sont là, c'est les gens justement qui font des gros trucs. Mais 80-90% des adhérents d'une salle de sport, de crossfit, c'est Christine qui sort de son taf, qui a 50 ans, qui veut se changer les idées. Big up à tous ces Christine qui nous écoutent, c'est nouveau. T'as les anciens, moi je coach des personnes, ils ont 60 ans passés, des gens je coach des jeunes qui ont 11 ans, enfin tu vois, il y a tous les âges, il y a tous les profils. Et en fait c'est un entraînement où tu te entraînes sur les choses de la vie de tous les jours, tu adaptes les charges, donc des fois tu vas avoir pas de charge, des fois tu vas adapter sur tes mouvements, donc en fait tout est adapté, il y a un coach qui est là pour te dire ok tiens Coco t'arrives, tu sais rien faire, est-ce que tu sais faire une pompe? Non, tiens essaye à genoux, tu n'y arrives pas, tiens fais-les sur une box pour être surélevé, ok ça c'est bon j'y arrive, tiens j'essaie les tractions, j'y arrive pas, tiens essaie de mettre sous les anneaux, essaie de tirer, et en fait tout est adapté et ça te fait cérébralement vachement réfléchir aussi sur le mouvement, sur tu vois des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc en fait c'est hyper enrichissant et pour l'estime personnelle en plus, tu apprends des nouvelles choses. À faire, c'est hyper satisfaisant, tu vois. Je savais pas faire ça, un mois plus tard j'arrive à faire le mouvement à peu près correctement, trop bien. Je sais soulever ça, tu vois Léa typiquement le profil de ma femme c'était il y a encore avant le Covid, zéro sportive, elle se mettait des mots d'excuses pour pas aller en EPS, tu vois vraiment le profil zéro sportive. Quand je suis arrivé quand il y a eu le confinement, donc c'est cette période-là où j'ai eu le diabète, je faisais mon sport tous les jours à la maison, elle me regardait sur le canapé en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi ça, tu vois, pourquoi du sport comme ça? Et en fait, au fur et à mesure, elle a commencé un petit peu. Elle est venue me voir quelques fois en compétition de CrossFit. Elle a vu des profils complètement différents. Pas forcément que des grosses machines. Des filles, même des fois un peu en surpoids ou quoi, se dépasser sur des WOD, sur des workouts. Elle s'est dit, en fait. Moi aussi, je peux le faire. Pourquoi je m'y mettrais pas? Et en fait, elle a poussé une porte d'une salle de CrossFit. Et puis, elle a commencé à aller 1 fois, 2 fois par semaine. Et tu vois, aujourd'hui, elle fait 4-5 entraînements par semaine. Elle va faire ses premières compétitions là, enfin c'est trop génial, tu vois. Et bravo, Léa. Progressivement, respect, franchement. Donc c'est déjà trouver une activité qui te plaît. Le sport c'est vaste et c'est de rester en mouvement quoi, le plus possible en fait. Et après pour ta peur de l'hypo ou quoi, c'est d'y aller progressivement quoi. Tu vois, au début, l'avantage d'une salle ou d'un domaine comme ça. S'il y a quelqu'un, tu vois, je me dis s'il y a un coach là, je me dis ça me rassure moi, parce que si je le préviens. Voilà. Et puis toi, tu sais qu'à côté, tu as tes trucs pour te sucrer. Tu vois, c'est dans une salle, donc tu peux poser tes affaires à côté. Tu sens que dès que ça va pas trop, moi je sais que j'ai toujours ma Game Boy et mon téléphone avec moi. Juste avant un WOD, quand je suis en compète, je regarde ma glycémie. Si j'ai besoin, je réinjecte un petit peu avant. Sinon, je dis ok, je suis bien. Tu vois, jusqu'à sur le terrain dans ma compète, juste avant de commencer mon WOD, je peux voir mon téléphone, checker. C'est l'avantage avec les technologies maintenant. Ça c'est cool. Donc en fait, du coup, tu vas à tâtons au début, mais tu sécurises le périmètre. Ton filet, c'est ça. Tu as les filets, donc tu peux pas avoir de problème. Ok. Hyper intéressant. Et même quand tu cours, les premières fois où j'ai couru, pareil, tu vois. T'as un petit sac à dos, t'as ton téléphone, tu checkes la glycémie, t'as tes petits resucrages au cas où. Et en fait, tu vas au début progressivement, tu vois, tu fais un petit kilomètre, tu vois. Si c'est la course qui te plaît, par exemple, tu vois. Bien sûr. Là, Benoît, c'est comme ça qu'il a commencé au début. Il a fait des petites distances de plus en plus longues. Il a testé. Il y a des fois, il a dû revenir parce que ça allait pas et qu'il avait plus de resucrage. C'est clair. Enfin, tu vois, tu te gères au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui. Allons-y à tâtons, expérimentons. Et si on n'est pas sportif, on va pas se faire un des kilomètres de main. Mais il faut vraiment prendre le process, tu vois, sur du long terme. Se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que c'est maintenant j'ai envie d'être une machine ou est-ce que je sais que je me mets en place sur quelque chose pour que, surtout même pour vieillir, tu vois, au-delà de la performance. Nous, on est dans la recherche de la performance avec les gars, Benoît, Rémi, tout ça, mais juste de se dire, ok, l'objectif c'est quand même de se dire, moi c'est mon objectif, c'est de me dire à 80-85 ans, je vais quand même pouvoir soulever des barres et courir. Allez, tu vois. Et on refait cette interview. On fait ça, on se donne rendez-vous dans 30 piges. Allez, on fait ça, on fait un point dans 30 ans et encore dans 30 ans. Et ouais, le but c'est ça, c'est de se vieillir bien, tu vois, et de te dire parce que je fais des petits choix au quotidien intelligents. Et plus tard, après, on repousse. C'est ta vitalité, tu sais, au quotidien. C'est quel bonheur de se sentir bien, juste en forme. L'espérance de vie, elle augmente de plus en plus, donc autant bien vieillir, quoi. Dans tous les cas, on va vieillir, quoi. À ce qui paraît. Trop bien. Merci pour tous ces conseils. C'était hyper riche.
franchement, je me suis dit, ouais, sujet du sport et tout, mais tu as réussi à m'y intéresser et tout ça, Cool. donc merci beaucoup. Je vais finir par les questions de fin. Ouais. Est-ce que tu aimerais entendre une personne diabétique de type 1 en particulier sur Talkipodi dont tu aimerais connaître d'autant plus la vie? J'en parlais pas mal du coup dans l'interview là, mais Benoît de DT1 Runner J'ai vu qu'il faisait des petites vidéos sympas et tout. Ouais. qui connaît pas mal de choses sur le diabète, qui expérimente beaucoup et qui est du coup dans l'aspect, moi je suis plus l'aspect force crossfit, lui plus dans l'aspect justement endurance et sortie longue, donc l'autre sphère du sport, qui est très, très intéressant à parler. On peut parler des heures avec lui sans s'ennuyer. Donc je pense que ça peut être un... et Benoît, écoute, le rendez-vous est pris. Et j'ai incorporé une nouvelle question pour terminer. Je vais te demander de compléter la phrase avec ce que tu veux, enfin soit un mot, une phrase que tu veux. Si je te dis le diabète de type 1, c'est 3 petits points. Génial. Ah ouais? Ouais. Moi, ça m'a obligé à mettre plein de choses en place dans ma vie, tu vois. Déjà, ça a changé complètement ma vie. Je passe beaucoup plus de temps avec mes filles, etc. Tu vois, donc c'est plein de choses comme ça. Ça remet un peu les pendules à l'heure et les l'église au milieu du village. Ouais, c'est ça. Tu remets un peu les priorités en place. Sportivement, voilà, je suis meilleur que ce que j'aurais pu être avant. Ma santé, elle est meilleure que ce que ça aurait pu être avant. Je serais resté dans un quotidien. Enfin, tu vois, ça. Par rapport, je suis de nature optimiste, encore une fois, et je prends toujours le positif des choses. Et tu as deux mêmes situations et tu peux choisir si c'est cool ou pas cool. Tout à fait. Donc, moi, je me dis que c'est une super opportunité de mettre les choses en place. Comme je disais tout à l'heure, je cohabite avec lui. Donc, tant que je cohabite avec lui, j'en fais mon allié. Et puis voilà. Trop bien. Même si, bien sûr, que c'est une pression mentale au quotidien, il faut y penser. Tu as le droit d'être en colère parfois, tu as le droit d'être triste. Des fois, tu en as marre, c'est ça. Des fois, tu en as marre et tu dis, franchement, sans le diabète, ce serait quand même plus simple, tu vois. Je pourrais bouffer n'importe quoi sans réfléchir à combien je me mets. Mais c'est pas ouf pour ta santé. Mais voilà, en fait, du coup, c'est juste, voilà. C'est forcément mais comme tout, en fait, dans la vie, quand tu as tes enfants, tu vois, tu les aimes et tout ça, et des fois, tu dis, et des fois, si je les avais pas là quelques jours, je serais tranquille. En fait, c'est pareil avec le diabète. Ouais, c'est vrai. Non, mais cette comparaison avec le diabète est un enfant. C'est ça. C'est un nourrisson, tu as besoin qu'on le surveille tout le temps. Ouais, c'est ça. Ok, j'aime beaucoup. Merci pour cette vision. Je pense que tu as envoyé plein de boosts et d'énergie à toutes les personnes qui regardent et qui écoutent, parce que du coup, il y a aussi version podcast. Où est-ce qu'on les renvoie s'ils veulent voir ce que tu fais, peut-être te poser quelques questions? Où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui aimeraient te suivre? Là, pour l'instant, j'ai que mon Insta, notre Insta avec Léa. Il apparaîtra à l'écran, évidemment. Pour le suivre. Avec, tous les deux, on a créé ça. Et du coup, là, je communique pas mal autour de mon quotidien pour l'instant. Et des fois, j'essaie de me dire comment je pourrais un petit peu axer un peu avec le diabète et aider un petit peu sur ça. Donc, c'est en réflexion encore pour l'instant. Ok, très bien. Et on renvoie tout le monde sur le Instagram. Cool. Merci beaucoup, c'était trop cool. Merci à toi. Trop kiffé le moment, trop bien. Et puis nous, on va continuer la SFD, on va aller revoir quelques stands. Et puis merci pour cette interview qui avait lieu à Toulouse, du coup, à la SFD. Je rappelle les petits messages pour Dastri, les messages clés. N'oubliez pas, vous pouvez la récupérer gratuitement en pharmacie. Vous la remplissez avec les éléments qui s'affichent sur l'écran. Vous la rapportez en pharmacie. Il y a un numéro offert qui s'affiche en cas de question. Et puis voilà. Merci beaucoup. On a profité pour rappeler les bons messages de collecte, de tri. Et c'est hyper important. On est responsable, c'est bien. On est responsable. C'est beau. Exactement. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Et on peut faire un petit... abonnez-vous, n'est-ce pas? Allez, abonnez-vous. Follow. Likez, commentez, enregistrez. Non, on peut pas enregistrer sur YouTube, si on peut. Si, comme ça tu l'écoutes en réel, tu vois. Voilà, télécharger, c'est ça. Et partager à un ami diabétique qui a besoin aussi. C'est bien ça. Ça, c'est important, ça. Ouais, de ouf, partager un ami. Soyez pas égoïste, quoi. Merde à la fin. Parfait. Salut, merci. Ciao. Au top. Bravo. Trop forte. Trop bien. Tu gères. C'était trop cool. Ouais. Et ce sera mon plan de fin, ça. Même je te dis, quand le flow des questions, quand tu...